Ce monde et toute l'humanité étaient sur le point d'être anéantis. L'un des hommes désemparés demande pourquoi cela se reproduit encore. Devant lui, un être des ténèbres se divertissait de l'audace d'un simple humain osant le questionner, assis sur un trône fait d'os. L'être se contentait d'observer, tandis que l'homme, avec courage, brandissait son épée et criait « J'ai fait tout ce que j'ai pu ». Mais la créature ne semblait pas convaincue. Au contraire, se moquant encore plus, elle montra plusieurs personnes en costume et cravate. L'homme reconnaissait chacun des visages. Tous gémissaient pour son nom, demandant pourquoi cela se produisait. Ils semblaient vides, comme s'ils avaient perdu leur âme. Visiblement nerveux, il tentait de se justifier d'une voix tremblante. Pour sauver tout le monde, mais il n'a même pas réussi à finir. Une femme apparut de nulle part et l'interrompit par une question directe. Est-ce vraiment vrai ou crois-tu simplement cela? Il resta choqué, n'ayant même pas le temps de réagir, car de l'autre côté surgit un homme au visage calme, disant « Tu vas tomber dans l'abîme ». Et tout à coup, il était cerné. Des gens aux yeux morts, ressemblant à des zombies, criaient son nom en même temps. « Tu vas en enfer ». Effrayé, il regardait autour de lui, tentant de faire taire tout le monde. Désespéré, il cria « Vous pensez vraiment que vous feriez mieux ?» C'est alors qu'il entendit une voix douce appelant « Frère !» Il se retourna et vit une jeune femme. Le vent faisait onduler ses cheveux, c'était Rayon. Jessie. Il courut vers elle en appelant son nom, mais elle se contenta de se retourner et de s'éloigner dans la direction opposée. Il essaya de la suivre, mais d'autres personnes attrapèrent ses jambes, l'empêchant d'avancer. Il voyait Rayon disparaître à l'horizon, tendant la main pour tenter de l'atteindre. Avec des larmes aux yeux, il était clair qu'il ne voulait rien de tout cela, mais il fut bientôt englouti par la foule. Au loin, il n'arrivait à entendre que quelqu'un appelant, comme un écho. « Chasseur! Chasseur! Niyok! Chasseur! Tuwan! Niyok !» C'est alors qu'il se réveilla, en sursaut, en sueur froide et complètement sous le choc. La scène change et nous sommes transportés ailleurs. Un donjon sombre. À l'intérieur, notre protagoniste marchait aux côtés de deux autres personnes. L'un d'eux venait de recevoir un message. Les préparatifs pour l'inspection étaient au près. Le problème était que le nombre de chasseurs à contenir ne cessait d'augmenter et qu'il n'y avait pas assez de monde pour utiliser l'avatar de Morphée. C'est à ce moment-là que Niyok s'arrêta, détournant le regard vers l'une des cellules. Un ton lourd commenta « Si Sigmund était vivant, il aurait pu sauver tous ceux à l'intérieur de la cellule. » Une femme grattait le mur avec ses ongles, murmurant pour elle-même « On doit monter, on va tous mourir », mais en la regardant, la pensée de Niyok changea. Même s'il avait laissé Sigmund en vie, l'humanité aurait été détruite de la même manière. Le sachant, il recommença simplement à marcher. L'homme qui l'accompagnait baissa la tête, comme s'il était d'accord. Nio avait raison. Après avoir jeté un dernier regard aux installations, le protagoniste envisagea de les étendre à l'avenir, puis s'éloigna. Dès qu'il s'éloigna, les deux qui l'accompagnaient semblèrent nous soulager. L'un essuya la sueur de son front, et la femme poussa un long soupir, clairement épuisé. « Il est plus difficile que je ne l'imaginais », dit-elle. C'était la première fois qu'elle voyait Niyok de près. L'homme à ses côtés, ajustant ses lunettes, répondit « Oui, juste en le regardant, on a du mal à croire que c'est lui qui a conquis Babel pour l'humanité. Il semble trop froid pour être appelé héros. » La femme resta silencieuse, et les deux continuèrent à marcher dans les couloirs. L'homme reprit « Mais c'est justement pour cela qu'il a réussi. Pendant que les autres chasseurs qui combattaient avec lui à Babel devenaient corrompus. C'est son froideur qui a empêché tout de s'effondrer. C'est cela qui a sauvé l'humanité. » Tout à coup, un prisonnier s'agrippa fortement au barreau de la cellule, le regard écarquillé et plein de désespoir. Il cria « S'il vous plaît, laissez-moi sortir !» Mais il fut complètement ignoré. Le cri perça l'air, faisant trembler tout l'endroit. De loin, Nio entenda encore les cris de Sigmund résonnant. Mais en tournant le couloir, il fut surpris par un homme courant dans sa direction, complètement désespéré. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Niyok, déjà tendu. Le jeune homme tenta d'expliquer, mais il avait du mal à parler, balbutiant. Il ne lâcha qu'un nom. Au même instant, Nio se figea. Son corps se bloqua pendant quelques secondes, comme si ce nom avait paralysé tout ce qui l'entourait. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, l'alarme ne cessait de retentir. Dès que Niyok entra, il fut accueilli avec urgence. L'invasion a commencé par la Californie. Tout l'ouest et le nord des États-Unis ont déjà été pris et l'est s'effondre aussi. Nous avons besoin de vos ordres maintenant. Les yeux de Niyok s'écarquillèrent. Une seule pensée résonna dans son esprit. Merde, pourquoi ai-je hésité? Sans répondre, il pivota sur ses talons et commença à sortir de la salle. L'un des officiers, effrayé, demanda « Attends, où vas-tu » Rio, qui répondit simplement avec fermeté « Je vais là-bas, moi-même ». Son regard devint sérieux, son expression dure, et finalement, il fronça les sourcils, prêt à affronter ce qui viendrait. La scène suivante est brutale. Nous voyons le coup cruel d'une épée traversant le corps d'une femme blonde. Niyok, notre protagoniste, était là, appuyé sur ses épaules, appelant son nom avec la voix étranglée. « Yons !» Elle crachait du sang, affaiblie, mais parvint encore à dire « Frère, j'ai cru en toi ». Le décor autour était un véritable enfer, un champ de bataille
bataille couvert d'os éparpillés, de bâtiments détruits et de l'odeur de la mort dans l'air. Malgré cela, Nyok gardait l'épée enfoncée en elle. Des larmes coulaient sur son visage, tombant silencieusement, tandis que Yon s'étendait la main vers lui et le remerciait. Peu après, elle tomba, sans force, couverte de sang, morte. Nyok resta là, à genoux, immobile, n'arrivant qu'à dire d'une voix brisée « Je t'aime ». Le vent souffla fort, ébouriffant ses cheveux, mais à part ça, tout était silencieux. Il était le seul restant là, dans ce décor désolé, devant New York. Le monde était tombé une fois de plus, les bâtiments étaient en ruine, et l'humanité, une fois de plus, avait été anéantie. Mais peut-être, juste peut-être, la réponse pour empêcher que tout cela se répète était sur le point d'émerger dans le donjon final, connu sous le nom de Babel. Au sommet de la tour du roi tyran, un nouveau combat final se déroulait. Nyosio, notre protagoniste, affrontait le roi tyran lui-même dans une bataille brutale. L'ennemi avançait avec férocité, riant de façon désespérée, comme si c'était le clou du spectacle. Avec un regard fou et un sourire sadique peint sur son visage, il criait, tirant du 12 trône divin le plus fort et dernier chasseur de l'humanité, « Ton pouvoir sera aussi le mien ». Avec un coup violent, il lança Nio contre le mur. L'impact fut fort, le sang tachait le sol, le mur. C'est alors qu'au milieu de la destruction, de longs cheveux blonds émergèrent. Une femme apparut et tendit la main, concentrant un pouvoir doré qui enveloppa son corps d'un éclat intense. Le roi tyran, Ryo, surpris, que restait-il encore? Un de plus, il la regarda d'en haut avec mépris. Maintenant que le chasseur le plus fort, Shugon Hyuk, est tombé, que penses-tu pouvoir faire? Une simple fille. Mais elle n'hésita pas. Avec un regard ferme, elle murmura, voile de l'immortalité. Et c'est là, sans avertir, que Chugon Hulk enfonça son épée directement dans la poitrine du roi tyran. Pourquoi? Pourquoi es-tu encore en vie? Cria la créature sous le choc. Ninoc sourit, confiant. Pour l'amour de Dieu, tu es toujours le même idiot, baissant ta garde si facilement. Le roi tyran tenta de se ressaisir, certain que cette blessure ne suffirait pas à l'arrêter. Mais alors quelque chose attira son attention. Sous ses pieds, le cercle magique doré brillait intensément. Il y regarda autour de lui, confus, ne comprenant pas comment cela avait pu apparaître. Il était trop tard. Les chaînes magiques émergèrent du sol, emprisonnant son corps avec force. C'était la puissante chaîne de Gleipnir. Avec l'ennemi complètement immobilisé, Nio leva sa main et invoqua l'avatar de Zeus. L'énergie divine explosa à travers le champ et le visage du roi tyran se déforma sous le pur horreur. « Comment oses-tu? Tu n'es qu'un humain !» Notre héros poussa un long soupir avant d'affirmer « Un simple humain? Quelle grossièreté de ta part !» Avec un sourire condescendant, il fait un geste impoli avec le doigt et rend l'appareil. « Monstre de 5e !» Le tyran cria de douleur alors que les chaînes divines et l'énergie sacrée le consommaient entièrement. Une explosion colossale engloutit toute la zone, secouant la tour jusqu'à son noyau. Notre protagoniste sortit calmement le paquet de cigarettes de sa poche et l'alluma lentement, tirant avec un geste de victoire, regardant son adversaire qui était maintenant vaincu au sol. Installer la langue, même si tu allais mourir. De toute façon, tu me fais du travail. Dans la seconde suivante, Ryox se tourna vers Young et se demanda s'il réalisait à quel point son bouclier avait été déterminant à cet instant. C'était ce qui garantissait la victoire. Mais en regardant le visage de la fille, il ne vit que des larmes. Elle le fixait, la voix tremblante. « Si c'était mon grand frère, il aurait sauvé tout le monde. Et nous qui croyions en toi, qui te suivions ?» Un lourd silence emplit l'endroit. La scène suivante montre, les corps éparpillés sur le champ, des piles d'alliés tombés, et alors son cri résonne avec douleur. « Pourquoi ne nous as-tu pas protégés ?» Les larmes coulent sur le visage de Yunsi, tandis qu'elle l'affronte. La douleur est nette, elle veut comprendre. Elle veut savoir si tout cela valait la peine, si son obsession à vaincre le Seigneur démon justifiait vraiment tout ce sacrifice. Ninoc, sans répondre immédiatement, porte à nouveau la cigarette à sa bouche et tire en silence. Un léger sourire ironique apparaît au coin de ses lèvres. Et alors, la vérité éclate. Il était revenu 13 fois, 13 tentatives, 13 échecs. Peu importait ce qu'il faisait. S'il gagnait, s'il perdait, s'il reculait ou avançait, le résultat était toujours le même. La fin du monde. La ruine était inévitable. La véritable cause de tout. Une guerre brutale. Elle avait commencé entre les nouveaux humains, les soi-disant chasseurs, et les anciens humains, guidés par une vision déformée de salut. Ils disaient qu'ils transformeraient le monde en paradis, mais pour cela, ils avaient essayé de fusionner les esprits humains en une conscience collective. Derrière tout cela se trouvait un chasseur devenu fou, un homme détruit par des traumatismes de massacre et de survie, un survivant, ou mieux, un prisonnier confiné dans un hôpital psychiatrique. C'était lui qui dirigeait tout cela. Pendant ce temps, le monde s'effondrait. Des familles fuyaient des chasseurs assassins qui avaient perdu le contrôle de leurs propres avatars. Même les plus faibles n'échappaient ni pas. Les personnes âgées, les enfants, tous furent entraînés dans le chaos.
Et le pire, c'est que, dans toutes les lignes du temps, le monde qu'il sauvait finissait par périr de la même manière. C'est alors que Niro jeta la cigarette par terre, ferma son poing autour de l'épée et révéla sa véritable mission. Éliminer tous ceux qui menaçaient la destruction du monde. Non seulement l'armée du roi démon, mais tous, quiconque mettait l'humanité en danger. La décision pesait sur son corps, sa main tremblait et le jaguar écarquilla les yeux, comprenant ce qui allait arriver. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il fut éliminé sans pitié. Niro resta paralysé. Il y avait quelque chose qui clochait. Ce n'était pas lui. Il savait qu'il n'avait pas tué. Il se retourna d'un coup, et là, il était, le roi tyran, encore vivant. Son petit gars rugit de fureur. Avec ce niveau de compétence, tu pensais vraiment pouvoir me battre? Prisé par la colère, le roi fit exploser le sol en épines de lave qui avancèrent droit vers Niro. Il tenta d'échapper, mais ce ne fut pas suffisant. Bientôt, notre héros crachait du sang. Le roi tyran riait triomphant. Tu dis que je t'ai battu 6 fois. Ha! Dis ça en dormant. Niro, même tombé, répondit d'une voix faible mais ferme. Lors de la 10e régression, je t'ai battu seul. C'est pourquoi, cette fois, je me suis concentré d'abord sur les chasseurs. Mais je crois que les dégâts étaient un peu en dessous de ce qui était nécessaire. Il marqua une pause. Est-ce que c'était parce que j'ai laissé la lance sacrée Longinus au 65e étage? Si seulement j'avais l'avatar du roi Ashura ou d'Uranus, la combinaison aurait été parfaite. Le roi tyran fronça les sourcils. Comment connais-tu ces noms et la Longinus? Il n'existe aucune mission avec ces informations. Niro leva les yeux, fixant l'ennemi avec un léger sourire. Je te l'ai déjà dit, tu te souviens? Je t'ai battu 6 fois. Et il ajouta avec conviction, et je vais te renverser à nouveau. Le roi éclata d'un rire, méprisant. Il n'arrivait pas à croire que cet humain osait encore plaisanter dans cette situation. Mais, n'ayant plus de patience pour plus de bavardage, il tendit les mains, libérant son pouvoir. Assez de bêtises. Pire que cela, il ne recula pas. Il baissa la tête, lâcha un léger rire. Lui aussi en avait assez de tout ça. Il était temps d'en finir. Levez les bras. À ce moment-là, son visage commença à se transformer. La moitié de son visage prit une forme squelettique, avec des yeux brillants de détermination. Il déclara que l'armée de son ennemi et les chasseurs, tous, seraient éliminés, espérant mettre fin à cette malédiction de régression. La scène change et nous sommes projetés directement dans une nouvelle année où le roi tyran réapparaît, cette fois planant au-dessus d'une ville moderne. Ses yeux brillaient d'un or intense et son sourire sadique était accompagné d'un discours sinistre. Êtres inférieurs, soyez engloutis par le vortex de la terreur. Ce type voulait vraiment voir tous les humains de cette nouvelle dimension exterminés par son armée, ressentant tellement de peur qu'il crie jusqu'à la mort. Les gens furent choqués, ne sachant comment réagir. Il ne fallut pas longtemps pour que cette terreur se répande. À travers le monde entier, depuis le moment où cette lumière est apparue, 2088 donjons ont surgi à divers endroits de la planète. Et avec eux est venue une invasion de monstres. L'armée humaine était même confiante au début. De nombreux soldats riaient, pensant que ces créatures plutôt bizarres et apparemment stupides seraient faciles à éliminer. Il suffit de leur tirer dessus, pensait-il. Mais il ne fallut pas longtemps pour que la réalité les rattrape. Dès que les balles touchèrent, une explosion survint, soulevant poussière et débris. Et quand la fumée se dissipa, les monstres étaient là, solides, horribles, et assoiffés de sang, sans aucune égratignure. C'est alors que la vérité frappa. Les armes modernes ne leur faisaient même pas de frissons. Les lignes de front commencèrent à reculer, mais il était déjà trop tard. La chance de s'échapper avait disparu. Au milieu de ce chaos, alors que l'humanité était déjà écrasée par un sentiment d'impuissance totale, un groupe surgit et inversa la tendance. Les soi-disant chasseurs. Ils commencèrent à apparaître juste au moment où les gens pleuraient de peur, pensant qu'ils allaient y mourir. Ces chasseurs étaient des humains éveillés, capables d'invoquer des avatars qui n'étaient rien d'autre que des versions puissantes d'eux-mêmes. En fonction de la personnalité de chacun, ces avatars prenaient des formes uniques, comme des héros, des dieux ou même des créatures légendaires. Avec eux, en première ligne, l'espoir commença à briller à nouveau. Peu à peu, les chasseurs réussirent à mener une contre-attaque, occupant les donjons un par un. Même avec le prix exorbitant de plus d'1 milliard de morts dans le monde entier, l'humanité saignait, mais résistait encore. Cependant, ce que personne n'attendait était ce qui arriva ensuite. Quand tout le monde pensait que le pire était déjà passé, un message fit tomber tout le monde de sa chaise. Tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'à présent, l'invasion, la terreur, les monstres, n'était rien d'autre qu'un simple tutoriel. Ce n'est que le début, murmura un des soldats, la voix tremblante, presque étouffant ses mots. Cela ne peut pas être vrai. À cet instant de pur choc, une lumière intense surgit derrière lui. Une voix forte mais douce résonna pour toute l'humanité. Moi, Archange Médragon, j'ai une demande à vous tous. La figure céleste qui apparut semblait être une femme, avec de longs cheveux flottant de manière presque magique. Elle continua calmement.
lentement. Jusqu'à présent, nous avons réussi à contenir le roi démon et les envahisseurs dimensionnels autant que possible. Mais maintenant, nous ne pouvons maintenir que quelques lois et restrictions. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Mais Dragon expliqua que certains chasseurs seraient choisis pour la prochaine grande invocation et qu'ils devraient se diriger vers le dernier donjon, connu sous le nom de Babel. Là, ils devraient monter étage par étage jusqu'au sommet, vaincre le roi tyran et conclure le donjon. Les soldats, bien que pleins de doutes, écoutaient attentivement, à moitié incrédules face à tout cela. Avec la même sérénité, elle ajouta: « Si Babel n'est pas achevé dans 20 ans, des monstres encore plus puissants seront libérés. » Et là, ce ne sera pas seulement l'humanité, toute cette dimension sera détruite. Mais avant que le désespoir ne prenne le dessus, elle a complété. Il y a encore de l'espoir. Les chasseurs peuvent en devenir infiniment plus forts à Babel. Et nous, anges, promettons de vous soutenir au maximum. Après ces mots, Métatron a tendu les mains, émettant une lumière encore plus intense, bénissant tous ceux de cette dimension. C'était comme si un nouveau cycle avait commencé. Il n'a pas fallu longtemps avant que des gens dans les donjons affrontent des dangers absurdes. Mais tout le monde n'était pas préparé. Certains éveillés utilisaient des malédictions ou des pouvoirs flamboyants, mais les monstres à peine ressentaient des chatouilles. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient, mais cela semblait inutile. La ligne de front, qui était responsable de la défense du groupe, était écrasée, et les guerriers ont commencé à battre en retraite. L'un d'eux, dans une totale panique, criait « Je ne veux pas mourir! Je ne vais pas mourir dans un endroit comme ça !» En courant, ce gars s'est finalement lourdement trébuché et est tombé, roulant plusieurs fois avant de s'arrêter sur le sol, totalement vulnérable à la créature énorme et brutale. Elle a levé sa hache à 2 tranchants, prête à terminer le travail. L'un des compagnons a crié avec colère et désespoir: « Hé, mec, lève-toi, idiot! Combien de temps tu vas rester allongé là ?» Mais il semblait trop tard. Le monstre a frappé avec son bras et tout le monde a pensé que le garçon était devenu de la purée. La créature s'est alors tournée vers les autres avec des yeux brillants de fureur, faisant paniquer tout le monde et fuir pour se sauver, laissant le garçon tomber derrière. Ce gars au sol n'était autre que notre protagoniste, Shugon Rick, un vétéran avec plus de 200 ans de vie et passant par sa 10e régression. Allongé, couvert de poussière, il a esquissé un petit sourire tordu et murmuré: « J'ai failli mourir dès que je suis arrivé. » Déjà debout, Gonick marchait lentement vers le corps d'un homme tombé et le bruit de ses pas résonnait sur le sol sale du donjon. Avec une expression de légère pitié ou peut-être de sarcasme, il a commenté: « Bien joué, hein? Si ce n'était pas toi qui attirais l'aggro, j'étais foutu. » Il s'est agenouillé à côté du corps et, sans cérémonie, a commencé à fouiller les poches tout en appelant son avatar hors serveur. « Envoie le rapport. » D'autres chasseurs s'approchaient à haute homme. « Hâte !» L'un d'eux a crié: « Désolé, on a eu du retard !» L'un de ceux qui étaient en première ligne avait à peine maintenu une barrière d'énergie avec ses mains, haletant, et, en voyant le renfort arriver, a crié désespéré: « Vite, 2 de plus sont tombés !» Mais l'un des chasseurs a pointé dans la direction de Gongrik, surpris de voir le vieux accroupi. Que fait-il? Il est en état de choc. Pendant ce temps, Gongik a sorti de la poche du cadavre un paquet de cigarettes et un briquet. Le bingo a souri soulagé, a allumé la cigarette calmement, a tiré une longue bouffée et a murmuré satisfait: « Comme je le soupçonnais, la première cigarette après la régression est toujours la meilleure. » Bientôt, plusieurs fenêtres système ont commencé à apparaître devant lui. Le résultat de l'analyse de l'avatar montrait qu'ils étaient au tutoriel numéro 589. Face à la chef Minotaure féroce, c'était la 8e équipe d'attaque du ciel, et le rapport affichait les membres vivants et ceux qui avaient déjà été éliminés, y compris une femme appelée Ayonsi. À cet instant, Yonsi l'appela, le tirant de son immersion dans les données. « Hé, partenaire, c'est dangereux ici, reviens à l'arrière !» Elle n'avait que 19 ans et son avatar était « Au revoir, amico ». Mais avant qu'il puisse répondre, un autre chasseur cria: « Mec, aide-moi, reste pas là !» Les regards de l'équipe se tournèrent vers Gonick, choqués de le voir encore en train de fumer au milieu du chaos. Avec un ton complètement sarcastique, il répondit: « Détends-toi, donne-moi encore 2 petites minutes. Quand j'aurai terminé cette cigarette, je le tue. » Mais il était indigné. « Tu plaisantes? C'est réel ici. Tu peux réellement mourir, souviens-toi de ça. » Quand tout sera terminé, mais Gonick n'a même pas cligné des yeux. Il a encore tout gâché. Calmement, il exhala la fumée et répondit d'un air désinvolte: « C'est toi qui es trop pressé. Tu comptes vraiment terminer ça aujourd'hui? » Et Onsi, préoccupé, observait son attitude désinvolte, sans comprendre où cela menait. Ce n'est qu'alors qu'il se décida enfin à bouger, rangeant la cigarette, sortant son épée et avançant avec rapidité. Son regard changea. Il était complètement concentré. Dès qu'il se rapprocha de la créature, il attira son attention, mais réalisa rapidement quelque chose. Le Minotaure était rapide, très rapide. Il était trop rapide pour être suivi normalement, alors il conclut qu'il n'y avait qu'un moyen: de le vaincre. Anticiper chaque mouvement, un sourire confiant se dessina sur son visage. Le Minotaure poussa un rugissement assourdissant, son œil rouge brillant de haine en voyant son nouvel adversaire. Il serra fortement son arme,
préparant l'attaque. Gonik, quant à lui, ne se laissa pas intimider, observa attentivement et, au moment exact, esquiva le coup de hache avec une facilité déconcertante et contre-attaqua avec une coupure nette, précise et puissante. La créature hurla de douleur. Le sourire sur le visage de Gonik devint encore plus sauvage. Il tourna en l'air comme un danseur fou, le visage déformé par une pure excitation. Le Minotaure rugit à nouveau, la bouche ouverte, prêt pour une autre attaque, mais notre héros se moqua. « Tu rouvres ta grande gueule, hein? Je vais te faire exploser !» D'un coup brutal, il enfonça la lame dans le corps de la créature, faisant tomber le monstre au sol. Il atterrit en riant, se moquant de ses alliés comme si l'ennemi n'avait été qu'un échauffement. Une lueur prédatrice brillait dans ses yeux. Il était évident qu'il éprouvait un plaisir sincère dans ce combat. Mais tout à coup, tout changea. Un spasme, une douleur aiguë explosa dans son dos, prenant Gonik complètement par surprise, et son corps se raidit instantanément. John Wick serra les dents avec force et regarda vers le bas. C'est là qu'il vit. Le bras du Minotaure tenait toujours sa jambe avec une force absurde. La prise devint encore plus intense, laissant clairement entendre que cette bestiole était loin d'avoir été vaincue. Ses yeux rouges brillaient de fureur et un grognement grave s'échappait de sa gorge monstrueuse. Les compagnons de Gong Yong se sont figés, terrifiés. Le choc a envahi le groupe et Yong a crié en panique en réalisant que tout cela avait été un piège. Henrik était frustré. Même après tant de régressions, malgré toute son expérience, ses attributs actuels n'avaient pas été suffisants pour mettre fin à cette chose. L'œil du Minotaure s'est rétréci, brillant encore plus avec cette colère insensée. Pensant que la victoire était certaine, il a poussé un rugissement assourdissant, levant le bras prêt à écraser Gong d'un coup. Mais le chasseur a réagi en un clin d'œil. D'un mouvement précis, il a enfoncé son épée directement dans l'œil de la créature, forçant la lame jusqu'au fond. « Arrête de te débattre, espèce d'inutile. Accepte ce que tu as perdu. Je vais bientôt envoyer tes petits amis dans l'au-delà. » Sa voix était froide, presque méprisante. D'un coup, le Kong a arraché le globe oculaire de la créature, faisant gicler le sang de tous les côtés. Une fenêtre du système est apparue soudainement, avec ce son classique de mission accomplie. Victoire confirmée. Les alliés de Gonik étaient bissis bouche bée devant ce retournement de situation absurde. Peu après, les résultats du raid sont apparus à l'écran. Il avait à lui seul causé plus de 80% des dégâts totaux. Des titres et des récompenses ont commencé à apparaître sur l'interface, confirmant le contrôle complet qu'il avait eu dans le combat. Mais avec le combat enfin terminé, son corps n'a pas tenu le coup. Kongik est tombé à genoux, s'effondrant entièrement. Ses compagnons, inquiets, lui ont demandé s'il allait bien. Il a ignoré la douleur, serré les dents et a essayé de se relever avec difficulté, le regard chargé d'une détermination sombre. Les autres ont immédiatement remarqué, son genou était détruit. Ce n'était pas quelque chose qu'un simple sort de guérison pouvait soigner. Ils ont commencé à essayer de le garder éveillé, lui parlant, essayant de le réconforter, mais s'avérait que c'était sérieux. À l'intérieur, Gongik s'insultait, ne croyant pas qu'il ait failli juste à la fin. C'est alors que Yong est apparu, poussant tout le monde. Dans son désespoir, elle a couru vers lui et, sans réfléchir deux fois, a activé une compétence spéciale. Ses mains ont commencé à briller d'une énergie verte intense et bientôt une multitude de fleurs a commencé à se matérialiser autour de sa jambe. C'était un sort de guérison rare, restaurant lentement tout ce dégât. Pendant que Yoon s'occupait de la guérison, elle ne cessait de lui parler, sa voix chargée d'inquiétude. « S'il te plaît, ne fais pas le difficile. Si jamais il t'arrive quelque chose de pire, je ne pourrai pas faire face à tout le monde là-bas dans l'orphelinat. » Ses mains tremblaient, légèrement, mais le sort restait ferme. Malgré cela, Gongik restait les yeux fermés, immobile, comme s'il s'était évanoui complètement. Elle insistait, suppliant qu'il se réveille. C'est alors qu'il a soudain ouvert les yeux et s'est levé lentement, lâchant un grognement. « Tu t'inquiètes pour eux avant moi ?» À ce moment-là, Yong a senti un poids se lever de sa poitrine. Un soupir de soulagement a échappé sans qu'elle ne s'en rende compte. Peu après, le chef de l'escouade, Park Jun-tae, plus connu sous le nom de Géant de bronze, il est apparu en applaudissant et en souriant. « Bon travail, les gars. J'imagine que vous êtes épuisés après cette capture. Reposez-vous bien aujourd'hui. Les blessés ont déjà été soignés. Il n'a pas perdu de temps et est directement allé à ce que tout le monde attendait. La distribution des récompenses. Plusieurs fenêtres de système se sont ouvertes devant chaque chasseur, affichant les gains individuels. Alors que la plupart fêtaient, Gong Yik regardait l'écran et poussa un soupir lourd. Ce qu'il avait reçu semblait insignifiant par rapport à l'effort qu'il avait fourni. Irrité, il tira la langue. « Tu ne peux pas être sérieux avec moi. » À cet instant, Gong Yik fixa le leader sans détour. « Tu ne fais que distribuer des déchets. » Et sans cérémonie, il tendit la main. « Passe-moi la monnaie de compétence. » Cette monnaie était rare et, une fois utilisée, conférait une compétence permanente. Elle valait une fortune sur le marché. Park Jun-tae se sentit visiblement mal à l'aise, essayant de réfléchir à une justification, mais avant qu'il ne puisse parler, un membre de l'équipe s'immisça dans la conversation. « Qu'est-ce que tu as dit, gamin? Même si tu as joué les meilleurs coups, à la fin, tu veux monopoliser la monnaie la plus précieuse. » Le gars semblait sur
le point d'exploser à chaque mot, grognant de colère comme un petit chien tentant de jouer au brave. Gong Yik, bien sûr, ne manqua pas l'occasion de titiller. « Calme-toi, Pincher !» Le type plissa les « Fitzardia » yeux, serrant les dents jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se contenir, ferma les poings et cria « Je vais m'assurer que tu ne parles plus jamais de cette bouche insolente !» Il allait donner un coup de poing lorsque Park Jun-tae intervint, essayant d'apaiser les esprits. Le leader activa sa compétence spéciale. Son corps commença à changer, gagnant la texture et la résistance du bronze pur, prêt à séparer les deux avant que la dispute n'escalade. Le jeune homme sentit sa main pulser de douleur après avoir frappé ce qui semblait être un mur de pierre, le corps en bronze de Park Jun-tae. Le leader poussa un soupir, prit la monnaie et s'excusa. Bien que les règles stipulent de distribuer selon la contribution, je n'ai pas pu éviter la cupidité. Puis il tendit la main à Gong Yik. « Tiens, prends !» C'était la très rare monnaie avec la compétence mort instantanée. Gong Yik prit sans hésiter, saisit Yong-si par la main et l'entraîna hors de là, grommelant sur l'attitude du leader. Cependant, avant d'aller trop loin, un autre homme l'intercepta, agrippant son col. « As-tu idée de la valeur d'une telle monnaie? Comment peux-tu donner quelque chose d'aussi précieux de ton plein gré ?» La scène attira l'attention de tout le groupe, qui commença à se demander ce que Park Sang-min pensait faire. Le capitaine Jun-tae tenta d'apaiser l'atmosphère. « Nous sommes camarades, pas besoin de s'énerver autant. » Il activa à nouveau sa compétence, son corps se recouvrant de texture métallique, et avec un sourire malicieux, il ajouta « Ce n'était pas mon choix, j'ai juste suivi les règles. » Sang-min resta silencieux un moment, prit une profonde inspiration et lâcha. « Capitaine ?» Alors, d'un ton sérieux, il lança « Si tu crois que tu es intouchable juste parce que tu as des compétences, un jour même, ta tête de bronze sera écrasée. » Avant que Gong Yong et Yong-si ne parviennent à s'en aller définitivement, Sang-min les rappela. Gong Yong, sans y prêter attention, il se gratta le nez en faisant semblant de n'écouter personne. Mais l'homme parlait sérieusement. C'est un monde où les gens s'entretuent pour un objet ou une monnaie. Vous avez vu ces chasseurs morts par ici? Non? Si vous ne voulez pas finir comme eux, changez d'attitude et laissez tomber cette avarice dégoûtante. La réponse de Gong Hik était claire. Il leva son doigt du milieu et fit un signe comme pour dire au revoir. Yong-si le regarda et demanda s'il allait bien, l'avertissant que si les rumeurs se répandaient, il pourrait être banni de n'importe quelle équipe d'attaque. Il relâcha simplement la fumée d'une cigarette nouvellement allumée et répondit, sans se laisser démonter, « Je ne traîne pas avec les faibles, juste toi et moi suffisent. » Yong-si éclata de rire, mais demanda bientôt, surprise, « Comment se fait-il que je ne savais pas que tu fumais ?» Gong Hik prit une profonde inspiration, lui passa la main dans les cheveux et dit, même après, « Être revenu à la vie 10 fois, tu es toujours aussi mignonne qu'avant. » Elle resta confuse, sans comprendre. Il tira une nouvelle fois sur sa cigarette, tout en se remémorant chaque moment où il avait dû la tuer, et, dans une pensée sombre, se demanda, « Quand devrais-je te tuer à nouveau ?» Nous sommes emmenés jusqu'à l'Académie Céron. Dans la cour intérieure, un enfant s'amusait à flotter dans les airs tout en invoquant son avatar. Icare n'était pas le seul. Plusieurs autres faisèrent de même, riant et rivalisant pour voir qui pouvait monter le plus haut, jusqu'à ce que l'un d'eux chuchote, « Si Yong-si le découvre, elle va se fâcher. » Et il n'a pas fallu longtemps. Elle apparut à la porte, le visage fermé, sachant déjà qu'elle avait prévenu des milliers de fois qu'il ne fallait pas utiliser les compétences ici. La Beyoncé était connue comme la mamie de la bande, un titre qui la mettait en colère rien qu'à l'entendre, et quand elle commença à courir après eux, les enfants éclatèrent de rire et flottèrent encore plus vite dans les couloirs. Ils passèrent en vol devant la chambre de notre protagoniste, assis sur le lit. Gong Hik ignora le vacarme et ouvrit son écran de statut. Son regard était sérieux. Il se concentrait sur la mission. C'était sa 13e régression pour empêcher l'extinction de l'humanité. 45 ans s'étaient déjà écoulés et il savait qu'il était déjà à la limite en tant qu'humain. En voyant sa force mentale indiquer moins 50 points, il pensa « Je crois que cette régression sera la dernière. » Il invoqua son avatar observateur et demanda à afficher l'écran de statut. Il se rappelait bien que les monnaies normales étaient classées par les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque chasseur et avatar avait un potentiel caché qui ne se révélait qu'en utilisant la monnaie. Il n'y avait pas de manière correcte de dépenser. Gong Hik commença alors à appuyer sur le bouton pour investir 80 monnaies dans le renforcement de son avatar, confirma l'opération et bientôt, une série de fenêtres système apparut annonçant l'augmentation de niveau. Convertis, ces 82 monnaies valaient environ 32 millions de won. Il laissa échapper un léger sourire en imaginant la tête que ferait Yong-si si elle savait l'ampleur de l'investissement. L'avatar venait d'atteindre le niveau 9, libérant l'option tant attendue de synchronisation
Gonik n'hésita pas et confirme la demande. Une fenêtre d'information s'affiche et l'avatar s'approche lentement. Je suis prêt à commencer le processus, mais au moment où il le touche, il s'arrête, choqué. Gonik tient fermement sa main, le tirant vers lui et parlant d'un ton bas et intense. Tu vois, n'est-ce pas, ton moi du futur dans mes souvenirs? L'avatar déglutit, une sueur froide coulant sur sa tempe. De l'extérieur, une lumière intense commence à s'échapper par l'interstice de la porte de la chambre, illuminant le couloir. L'interface du système apparaît devant eux avec une notification percutante. Compétence unique acquise. Éveil forcé. Le message continue en expliquant que la forme d'origine était en train d'être étendue avec le potentiel confirmé. Le processus, cependant, semblait brutal. L'avatar lâche un grognement, activant sa seconde compétence, prédiction, qui permettait de calculer des scénarios futurs possibles. Sans hésiter, Gonik ouvre sa main et Yetside Ndiaye projette un hologramme en forme de grille. Plusieurs points rouges commencent à clignoter sur la carte, libérant ainsi sa troisième compétence, traquer les ennemis et les affichant en temps réel. Même avec tout ce progrès, l'avatar avait déjà atteint la limite de l'éveil. Pour débloquer les compétences finales, 5 pièces de la catégorie marine seraient nécessaires. João Rick analyse le statut calmement, ferme les fenêtres et, sans explication, désactive toutes les compétences. Il se tourne vers l'avatar, lui faisant un léger signe, bon travail, et clôt le sujet là. De l'extérieur de l'académie, Céron, des ombres se déplaçaient discrètement, observant les lumières qui s'échappaient des fenêtres. Le bruit répétitif d'une hache raclant le sol résonnait dans le silence, mélangé aux conversations étouffées sur quelqu'un qui avait toutes les pièces de compétence. Quand la hache fut posée sur l'épaule de son propriétaire, il devint clair que c'était un groupe entier. Le plus irrité d'entre eux grogna. « C'est pourquoi je suis venu le tuer maintenant !» À côté, un des collègues était nerveusement en sueur. Est-ce qu'il va bien? Il a vaincu un minotaure tout seul, n'est-ce pas? Alors, un homme encapuchonné et mystérieux murmura que n'importe qui serait fini s'il était pris par surprise. Ils lui demandèrent de montrer son avatar dévoreur, mais l'homme répondit simplement « La 7e grande invocation de la tour de Babel arrive. Je dois être assez fort pour écraser qui que ce soit. Si je dévore l'avatar de soin et celui du chasseur qui a tué le minotaure tout seul, je peux atteindre le rang B. » Il serra ses poings, confiant. Mais avant qu'il ne puisse s'enfoncer davantage dans cette pensée, un cri trancha l'air. Un de ses compagnons avait été attaqué, et là était Gongrik, tenant un couteau ensanglanté, fixant l'encapuchonné. Les humains ont peu de muscles, ce n'est pas si satisfaisant de poignarder. Le groupe se figea, surpris, mais l'homme aux cheveux rouges réagit rapidement, lançant un coup lourd avec la hache tout en souriant. « Alors, c'est toi, petit voleur !» Les rumeurs étaient vraies. Quel courage tu as. Dommage que tu es un peu faible. Il pressait sa hache contre le couteau de Gonrik, mais le chasseur ne recula pas. Au contraire, il se moquait. Si tu veux montrer ta force, essaie. Dans une écurie, il disparut d'un saut rapide, se libéra de l'étreinte, reculant de quelques pas pour évaluer la situation. Sans perdre de temps, il traversa l'espace qui les séparait avec une précision technique, ouvrant une brèche et renversant 2 ennemis d'un coup. Avec une habileté de jugement situationnel, il se déplaçait avec un sens du combat aiguisé, dansant presque entre les opposants, chaque pas et coup calculé. Je ne perds définitivement pas contre des humains. Mais alors ses yeux se tournèrent vers l'encapuchonné. Quel genre de monstre est ce type? L'homme grimaça et l'un de ses compagnons s'avança, confiant de pouvoir gérer la situation. Sauf que, avant même d'agir, l'encapuchonné ouvrit la bouche de manière grotesque et cria « Avatar !» Une créature grognante apparut sur le champ, avec une peau verte, des yeux rouges brûlants de haine, des dents trop acérées pour être humaines. Dom Henrik grimaça, sûr que ce n'était pas un avatar, mais un vrai monstre. Le roux ne perdit pas de temps et ordonna « Détruisez-les !» Lui, Gonrik, fit face à l'ennemi sans une once de peur et, en un clin d'œil, invoqua son avatar. Regarde, elle apparut juste derrière lui, flottant avec une présence froide et calculatrice. Il activa son habileté de prévision et des dizaines d'écrans holographiques s'ouvrirent autour de l'opposant, marquant chaque point d'attaque possible. La lecture était claire. L'homme roux ferait un coup simple et rapide, visant la tête de Gonrik. Anticipant le mouvement, il se baissa au moment exact, esquivant avec aisance. Avec l'observatrice à ses côtés, il pouvait prévoir chaque offensive, dansant dans les airs et échappant à toutes comme si c'était un jeu. « Tu peux venir d'où tu veux », provoqua-t-il, souriant de manière satisfaite. Le roux, de plus en plus irrité, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Aucun coup ne touchait. Ses attaques devinrent désespérées, mais le résultat était toujours le même, une esquive propre, presque élégante. Alors, dans un saut parfait, Gonrik apparut au-dessus de l'adversaire et abattit la lame avec une coupe nette et précise. Le sang gicla, tandis que le roux tombait, sans force, au
pieds de l'homme mystérieux. L'encapuchonné cligna des yeux, ne comprenant pas comment cela avait pu se terminer si rapidement, jusqu'à sentir la présence écrasante de Gonric juste derrière lui. Se retournant, il tenta de demander pourquoi il faisait cela, mais la réponse vint avec un coup sûr. Pour la même raison que vous. La lame fendit l'air. Je suis un assassin. Le sourire de Gonric était froid, méfiant, presque défiant envers le prochain qui oserait essayer. L'homme encapuchonné recula d'un bond, serrant les dents, visiblement irrité par l'audace de Gonric. Puis, tout à coup, quelque chose sembla lui venir à l'esprit et il commença à fouiller la cape avec agitation. Où est-il? Gonric ouvrit un sourire provocateur. La chose que tu cherches, c'est ça. Il faisait tourner quelque chose entre ses doigts. Une arme humaine avant de la tenir fermement par la poignée. Une arme qui ne fonctionne pas contre les monstres de donjon. Je me demande pourquoi elle est en circulation. Avant que l'homme en capuche réagisse, un coup de feu retentit. La balle traversa l'un de ses alliés qui tomba en criant. « Retirez-vous » cria l'homme. Mais il était déjà trop tard. Gongick tourna l'arme, visant avec précision et tirant sur tous ceux qui se trouvaient devant lui. Un sourire sadique se dessina sur son visage, comme s'il savourait chaque tir. Quand le dernier tomba, il marcha tranquillement parmi les corps, la fumée s'échappant encore du canon. Il s'arrêta devant l'homme mystérieux et, d'un coup de pied, le fit tomber. « Que fais-tu » demanda-t-il, pointant le canon directement vers lui. « Il est évident que tu n'es pas mort, n'est-ce pas » L'homme claqua la langue, mais avant qu'il ne réagisse, un autre tir résonna. Avec une expression de faux chagrin, il commenta. « Si tu devais me tuer, tu aurais dû le faire la dernière fois. » Le tir avait touché le sol, juste à côté de la tête d'un taille, qui, instinctivement, transforma son corps en bronze. Gongick s'approcha, la voix acerbe. « Tu allais me tuer, et Yong-si aussi. Ensuite, tu allais rejeter la faute sur ce chauve du donjon ? » « Je n'allais pas, » balbutia le capitaine, niant. Mais il se figea en voyant le canon pointé directement sur son front. « Tes yeux sont aussi en bronze » Gongick demanda fermement. La peur fit que le capitaine se recroquevilla et trembla, implorant qu'il ne tire pas. « Froid » continua Gongick. « La société secrète, les géants. Tu n'es qu'un de leurs hommes de main, n'est-ce pas ?» Surpris, un taille demanda comment il le savait. Gongick plissa les yeux et ordonna. « Envoie-leur un message. Le petit poisson qui a vendu son âme pour une misérable récompense aura une fin pathétique. Le sauveur déteste les petits poissons. » Le capitaine, encore tremblant, dit qu'il le ferait. Mais Gongick, sans pitié, appuya sur la gâchette. Un cri perçant remplit l'air quand Juntai tomba en arrière, les yeux couverts. Gongick ne fut pas ébranlé. Il alluma une cigarette, laissant la fumée s'échapper comme si rien ne s'était passé. Le pied appuyant sur la poitrine du capitaine, il visa l'autre œil. Juntai implora, et Gongick demanda « Qu'est-ce que je devrais leur dire ?» Le capitaine prit une profonde inspiration et répondit avec fermeté. « Les fragiles qui ont vendu leurs âmes pour une misérable récompense auront une fin pathétique. Le sauveur déteste les fragiles. » Gongick ouvrit un sourire taché de sang. Bonne mémoire. Ensuite, juste pour intimider davantage, il déchargea des balles contre le corps de bronze, criant « Maintenant, disparais de ma vue !» Juntai sortit en titubant, désespéré, tandis que Gongick tirait sur une autre cigarette, satisfait. Mission accomplie. Il venait d'éliminer la célèbre bande d'assassins, gagnant les titres de Soulment Man et Duelist on the Line of Death. Le donjon, des orques, était envahi par le silence et l'odeur de sang. Le sol était un tapis de corps tombés, leur grognement remplacé par un silence mortel. Entre les ombres, le son de pas résonnait, jusqu'à ce qu'un claquement sec brise l'air lourd. Un orque a été frappé brutalement au visage, le sang éclaboussant, alors que son corps tournait et s'effondrait au sol. « Bel tir !» murmura le Gongok avec un sourire désinvolte, occupé à faire tourner son arme avant de la repositionner. Un autre orque, encore conscient, le regarda avec des yeux écarquillés, laissant échapper un soupir tremblant. Puis, un orque plus grand et plus robuste leva les mains, la voix désespérée résonnant dans le couloir. « J'abandonne, je me rends, je n'attaquerai plus les humains. » Le Gongok haussait un sourcil, curieux. « Je le jure vraiment !» répéta l'orque, presque en train de s'agenouiller. « C'était tout ce que... » répondit le Gongok, laissant un silence pesant dans l'air. Puis, avec un demi-sourire, il ajouta. « Dans ce cas, si tu réponds à cette énigme, je te laisse partir. » L'orque s'illumina d'espoir, presque haletant. Ce sérieux Kong leva un doigt et, calmement, demanda. « Qu'est-ce qui est rouge et explose en une seconde ?» L'orque cligna des yeux. Confus, il essayait de réfléchir, le visage froncé, sans réaliser que le véritable danger ne résidait pas dans la question, mais dans la réponse qui allait suivre. L'orque n'eut guère le temps de traiter la question. Une lumière intense trancha l'air avec le message du système, activant la compétence One Hit Kill. Gonnick avança en un flou et l'impact résonna comme un tonnerre dans le donjon. Du sang et des fragments volèrent dans tous les sens, alors que le corps de l'orque tombait sans vie. Avec un sourire froid et le visage éclaboussé de rouge, Gonnick murmura. « La réponse, c'est ta tête, idiot !» Bientôt, une nouvelle notification apparut. « Vous avez éliminé toute l'escouade guerrière des orques. » Plusieurs fenêtres bleues commencèrent à s'afficher autour de lui, listant les récompenses et les titres obtenus.
Il restait là, l'épée à la main, comme si le massacre n'avait été qu'un mardi ordinaire. C'est alors qu'une voix féminine résonna derrière lui. C'était pas un peu exagéré? Gonnik se retourna et haussait un sourcil. Exagéré? Il haussait les épaules, pointant vers elle. Ils allaient en mourir de toute façon. Après un an, on s'habitue. Sans perdre de temps, il appela Avatar. Observez! Sa partenaire apparut entourée d'énergie bleue et une nouvelle fenêtre brilla. Pièce de la marine pour 5. Il sourit. Réveille le regard de l'esprit. Une autre notification explosa dans l'air, activant la compétence Force Awakening. L'observé commença à briller intensément, son corps émettant un pouvoir écrasant. Le dernier message ne tarda pas. Compétence finale de l'observé déverrouillé, mystère de l'esprit. Son visière s'ouvrit, révélant un œil bleu radieux, brillant comme un bijou vivant. John Wick ferma les yeux un instant, sentant le poids de l'énergie qui circulait dans l'observeur. C'est bon, avec ça les préparatifs sont complets. Et Yongxi, qui ramassait les drops, s'approcha. J'ai récupéré tous les objets. Retournons à l'académie. C'est rond. Mais Gonnik ne bougea pas, ses yeux se rétrécissant. Nous ne retournerons pas, du moins pas pour un moment. Yongxi le regarda, confuse. Il détourna le regard vers le sol et, d'une voix calme, elle demanda « Tu n'as pas trouvé qu'aujourd'hui nous étions porteurs de plus de poids que d'habitude ?» Avant qu'elle ne réponde, un cercle magique rouge brilla sous ses pieds. La chaleur monta, accompagnée d'une sensation de tir à l'estomac. « Ah, et où a-t-on crié ?» reconnaissant ce que c'était. Gonnik confirma d'un regard sérieux. « Oui, c'est la grande invocation de la tour de Babel. Dans toute la ville, d'autres chasseurs étaient entraînés vers le même destin, enveloppés par le sort. La Dodanjendib, voix de l'archange résonna dans son esprit. La 7e invocation. Les élus, les seuls avec le potentiel d'affronter le roi démon. Mais la vérité était cruelle. Jusqu'à présent, le nombre de survivants était 0. Un homme criait dans le désespoir en étant aspiré par le sort. Pourquoi moi? Je ne veux pas y aller. Le pouvoir de la tour ne laissait pas de choix. Les ailes de l'archange planèrent au-dessus de la scène, observant de haut. Métatron allait confirmer que tous les chasseurs, avec le potentiel de vaincre le roi démon, avaient déjà été convoqués. D'accord, c'est notre dernier espoir. La voix de l'archange résonna avec un mélange de détermination et de poids. De l'autre côté, une silhouette aux longs cheveux roux inclina la tête par respect. « Ne t'inquiète pas, madame, je Azazel transformerai ces humains en armes définitives. » L'archange ferma les yeux et la sentit. « Je compte sur toi. » Mais alors que les lumières de l'invocation illuminèrent la salle, une étrange sensation s'empara d'elle. Qu'est-ce que c'est? Une sensation de déjà-vu. Là en bas, au cœur de l'ouragan magique, les yeux de Goku reflétaient les flammes rouges de l'invocation et, à ce moment-là, il fronçit les sourcils, pensant « Cette fois, je vais sauver le monde. » La détermination brûlait dans son regard. Peu importe le coup. Un léger mouvement brisa le silence. Les paupières de Young tremblaient, comme si elle se battait avec son propre corps pour se réveiller. Un faible soupir échappa de ses lèvres avant d'entendre la voix de Gonnik. « Tu es déjà réveillé ?» Encore un peu étourdie, elle se redressa lentement et demanda où il se trouvait. Ce n'était pas que eux. Des dizaines de personnes avaient été transportées ensemble. Sa réponse vint sèche. « Nous sommes à l'intérieur de Babel. » Ceux-là étaient les élus éveillés, convoqués par la tour elle-même. Certains semblaient y prêts pour le défi, mais d'autres pleuraient, suppliant de rentrer chez eux. Young jeta un coup d'œil autour d'elle et n'apprécia pas ce qu'elle vit. L'atmosphère là-bas était lourde, presque étouffante. Après quelques secondes, elle parla de ce qu'elle pensait. Il n'y a pas un peu de monde. La grande invocation ne devrait pas rassembler des centaines de milliers. Ici, il n'y a même pas 500 personnes. Gonnik, avec son calme habituel, dit qu'ils avaient probablement été dispersés dans d'autres secteurs. Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas très bien. Il ajouta « Babel est divisé en secteurs par étage. Plus tu montes, moins il y a de gens. » Elle offrit un sourire quelque peu embarrassé et, changeant de sujet, demanda ce qu'il devait guide faire à partir de là. Gonnik répondit qu'il y aurait probablement une explication bientôt et, regardant devant lui avec sérieux, lança « Cela va commencer ». Young ne répondit pas immédiatement. Encore en train de traiter tout ce qui se passait, un bruit sourd éclata dans le lieu, faisant tourner tout le monde, effrayé. De la nuée de fumée qui s'était formée, apparut une figure imposante, souriante, avec des cornes pointues et un air charismatique. L'être ouvrit les bras et déclara d'une voix ferme « Bienvenue à la tour de Babel ». Le sourire captivant contrastait avec la sensation de menace qui flottait dans l'air. « Je suis Cruest, le serviteur fidèle du roi tyrannique ». La surprise et la confusion se répandirent rapidement parmi les convoqués, quelque chose que Cruest semblait noter et même trouver amusant. Flottant au-dessus de la foule, il continua. « Pour vous tous, insectes qui ne savaient rien de cet endroit, je vais expliquer les règles du premier étage de la tour de Babel. » D'un claquement de doigts, plusieurs écrans de système se matérialisèrent devant chacun, projetant un classement de points et commença à révéler la première règle: chaque humain sera classé, selon sa performance dans la chasse. Après 3 semaines, parmi les 200 personnes ici présentes, tout humain qui ne se classera pas parmi les 50 premiers au classement sera tué par moi. Les yeux de Cruest brillaient d'un mélange de désir et d'une
une pure volonté d'imposer sa présence. Pourtant, tous ceux qui étaient là n'avalèrent pas ses paroles sans réagir. Un des chasseurs fit un pas en avant, pointa son doigt et cria indignément « Ne nous touche pas! Qui va tuer qui ici? Il y a plein de chasseurs !» Cruest ne daigna même pas discuter avec un simple humain. Au lieu de cela, il décida de faire une démonstration rapide et cruelle de pouvoir. Il leva la main, qui se mit à pulser d'une lueur violette chargée d'énergie, comme si des éclairs s'accumulèrent dans sa paume. D'un simple claquement, tout était fini. L'homme fut oblitéraire avant même d'avoir terminé sa phrase, réduit à quelque chose de vide, sans vie. Le choc se répandit comme un incendie. Des cris résonnèrent de tous côtés, tandis que certains reculaient instinctivement. L'air devint lourd, suffocant. Mais cela n'empêcha pas Gongjik de baisser les yeux. Il gardait une expression sérieuse, le regard chargé, rendant le regard sans vaciller. Il savait très bien qui se tenait devant lui. Le plus fort des 4 rois célestes, second dans le commandement de l'armée du roi tyrannique. Cela faisait longtemps depuis la dernière fois qu'il s'était beau vu. Cruest le remarqua et, avec un sourire mêlant provocation et satisfaction, il répondit au regard. Le corps de l'homme se désagrégea en petites pièces de monnaie violette qui tombèrent tintant au sol. Un chasseur curieux en prit une et fronça les sourcils. Et ça, c'est une pièce de monnaie. À côté, une femme s'approcha, surprise, cherchant à confirmer si c'était vrai. Le mouvement attira l'attention de tous et Crust en profita pour annoncer la seconde règle. Sa voix résonna comme un décret. Lorsqu'un humain meurt au premier étage de la tour de Zoandizord, Babel, il laisse tomber 20% des pièces qu'il a acquises jusqu'à ce moment. La nouvelle fut comme jeter de la viande au milieu de loups affamés. Soudain, plusieurs personnes se pressèrent autour du corps, disputant les pièces comme des vautours sur une charogne. Le jeune qui avait pris la première pièce essaya d'en récupérer d'autres, mais il fut interrompu lorsqu'un pied se posa fermement sur sa main. Il leva les yeux et vit un homme chauve avec une énorme cicatrice sur le visage, tenant une dague. 20%, hein? Tu as des pièces, n'est-ce pas? La cupidité dans son regard en disait plus que n'importe quelle mission. Cruest, regardant la scène, semblait satisfait du cours des événements. Néanmoins, il demanda l'attention de tous pour annoncer la troisième règle. Pendant les 2 premières semaines, il est interdit de tuer d'autres humains dans la zone du village. Le garçon poussa un soupir de soulagement, mais le chauve plissa simplement les yeux et claqua la langue, frustré. La voix de Crust revint ferme. Si tu ne veux pas être tué par tes camarades, il vaut mieux que tu deviennes plus fort dans ces 2 semaines. La foule n'y prêta pas vraiment attention. Ils continuaient à se pousser et à se battre pour les pièces. Tombés, comme si la valeur de la vie s'était déjà dissoute. Cruest sourit simplement, satisfait de voir que les humains semblaient plus heureux de la mort de leurs compagnons que de la chance de survivre. Tout à coup, Cruest permetta à une intense lueur violette de commencer à envelopper ses mains. Un sourire satisfait se dessina sur son visage alors qu'il disait « Je vais faire un cadeau spécial à vous tous ». Son regard se tourna directement vers Gongjik. « Je vais réduire en morceaux celui qui a le plus de pièces ». Young comprit immédiatement qui serait la cible et se désespéra. « Arrête, ne fais pas ça ». Mais Crust se contenta de claquer des doigts, libérant un faisceau d'énergie sombre qui se dirigea droit vers notre protagoniste. Gongjik ne bougeait pas, fixant la scène avec confiance, mais avant qu'il ne puisse réagir, un fracas venant du ciel intercepta l'attaque, soulevant un épais nuage de poussière et de débris. Young courut vers lui. « Tu vas bien ?» Gongjik garda les yeux fixés vers le haut, essayant d'analyser ce qui venait de se passer. Elle regarda également en hauteur, voyant la fumée se dissiper. De là, émergea un ange imposant, qui déclara d'une voix puissante « Règle numéro 4, les démons et les anges ne peuvent pas blesser les humains, ni les contraindre à agir. Fais bien ton travail, Cruest. » L'être des ténèbres détourna le regard, visiblement mécontent, presque en train de cracher de colère. Il se gratta la tête et grogna. Juste quand les choses commençaient à devenir intéressantes, il s'apprêtait à faire une annonce sans permission. Il tourna à nouveau son regard vers la foule, les yeux brillants d'un charme menaçant et un sourire acéré. Bon, cela met fin aux explications ennuyeuses. Alors, côte à côte, tous les deux, anges et démons, annoncèrent la dernière règle. Ils donneraient aux humains des conquêtes et des missions différentes, et chacun pourrait choisir de quel côté se tenir. Mais il y avait un rappel. S'ils voulaient en vivre, ils devraient lutter de toute leur force. Plus ils deviendraient pas trop forts, plus cette dimension s'éveillerait et plus de pouvoir ils obtiendraient. D'un claquement de doigts, l'Ouest disparaît, ne laissant qu'une phrase dans l'air. « Donnez le meilleur de vous-même ». Les gens étaient encore effrayés lorsqu'Azazel invoqua une lumière sur lui. Attirant l'attention, un chasseur portant le corps sans vie d'un ami s'est approché, la voix enrouée. « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas ramener nos compagnons à la vie. » La réponse était claire. Personne ne pouvait. Mais le simple fait qu'elle soit là a fait que plusieurs se sont rapprochés, l'assaillant de questions sur la répartition des monstres, la localisation des donjons, comment obtenir de la nourriture et de l'eau potable. Les voix se superposaient et Azazel demanda le calme, essayant de répondre un par un. Pendant ce temps, Gongjik n'était pas parmi eux. Au contraire, il s'éloignait, tournant le
dos à la confusion. « Yonce, viens !» Elle courut vers lui, confuse. « Tu ne veux pas d'informations ?» Il répondit avec son calme habituel. « Tu as entendu les règles plus tôt, n'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons obtenir d'elle, ce sont des quêtes. » De toute façon, sans se retourner, il continua à marcher. Elle le suivit en silence. Ils avançaient au premier étage de la tour de Babel jusqu'à ce qu'ils rencontrent une garnison de gobelins de la tribu de l'Étoile Rouge. À peine aperçus, les petits êtres verts, aux oreilles pointues, commencèrent à crier « Envahisseurs, tous à vos postes! C'est un humain !» La panique commença, mais il était trop tard. L'une des créatures gisait déjà au sol, éliminée d'un seul coup. Preuve que Gong-Gik n'était pas là pour rigoler. Avec sa batte de baseball sur l'épaule, il avançait avec confiance, se vantant de sa précision. Un sourire fou se dessina sur son visage, comme si rien d'autre n'importait. « Hé, vous là, pouvez-vous juste mourir en silence pour moi? Je veux accumuler des points rapidement !» Les gobelins grognèrent, se préparant à contre-attaquer, et un cri retentit. « Tuez-le !» Gong-Gik maintint sa garde haute, les jugeant idiots de croire qu'il pouvait de l'affronter. Avec un sourire prédateur, il commença à les écraser un à un, projetant des corps loin avec le poids de sa batte. Puis, une flèche fendit l'air, frôlant presque sa cible. Il esquiva habilement, mais dut sauter en arrière lorsqu'une seconde flèche suivit. « Donc, il y a un archer à arbalète. Ah, quel ennui !» grommela-t-il, fixant le tireur. L'archer, surpris, se demandait s'il faisait face à un monstre, car aucun humain ne devrait avoir de tels réflexes. Avant qu'il ne puisse réagir, Yonce apparut et frappa avec précision sa tête avec une poêle, lui arrachant un grognement de douleur. « J'ai déjà réglé les choses ici !» cria-t-elle, levant son arme improvisée. Gong-Gik se détendit un peu et se reconcentra sur les ennemis devant eux. Peu de temps après, tous les gobelins étaient à mort. Il regarda sa batte, maintenant toute cabossée et sans aucune durabilité, tira la langue et la jeta sur le côté, analysant les dégâts. « Pour un ver, tu as essayé un coup audacieux. Tu aurais mieux fait de rendre l'âme tout de suite. » Oxio observa pendant quelques secondes, intrigué, puis commenta. « C'est un peu tard pour dire ça, mais mec, tu es fort. » Il ne montra aucune réaction, ferma le visage et ordonna simplement. « Allez, dépêche-toi. » Prends les objets rapidement. Alors qu'il vérifiait l'état des choses, il entendit sa partenaire demander pourquoi la précipitation. Il expliqua, sans détour, il y a 7 donjons au premier étage de la tour de Babel. 3 sont principaux, le grand temple de Thoth, le donjon des égouts et le labyrinthe de la porte de l'enfer. Mais, en particulier, le donjon des égouts possède une salle secrète, le berceau de Pézeron. Cet endroit est important, nous devons y arriver avant les autres. Faut y croire. Moment où il reporta son regard sur Yonci, il trouva quelque chose d'inattendu. Un regard audacieux et la pointe d'une arbalète braquée sur lui. Sans hésiter, elle pressa l'arme contre son dos, doutant de qui il était vraiment et de ce qu'il avait fait avec son compagnon. Goku la fixa simplement avec un regard intense et chargé de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Depuis le donjon du Minotaure, il y a quelque chose que je ne comprends pas, maintenait-elle son regard, mais sa voix trahissait de la méfiance. Mon frère a toujours été un lâche, un peureux, mais il était malgré tout gentil et bienveillant. Elle se souvenait des expressions qu'il avait affichées, maintenant froides, presque cruelles, comme s'il avait déjà su tout cela avant que cela n'arrive. Cela n'a fait que renforcer sa certitude. Tu n'es pas mon frère. Qui es-tu finalement? Le silence s'installa. Gonick garda les mains levées, ne se pressant pas de répondre. Après quelques secondes, il brisa la tension. Tu te souviens de l'orphelinat? Chaque fois que nous prenions une photo de groupe, tu insistais pour rester à mes côtés. Ça irritait les professeurs, tu te souviens? À cause de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Xano, ce gamin qui était jaloux. Yonci fronçait les sourcils, incrédule. Ne raconte pas d'histoire. Si c'était vrai, tu n'aurais pas changé à ce point. Il détourna le regard et lâcha. Plus sérieusement, j'ai vu l'avenir, 20 ans en avant. Ce qui s'est passé dans le donjon du Minotaure a probablement été causé par l'observeur. Un avenir où j'ai été convoqué à Babel et usé par le temps. J'ai vécu cela, même de manière indirecte. Mon changement de personnalité vient probablement de là. Yonci écarquilla les yeux, surprise par ce don. La première scène que j'ai vue, c'était toi morte par le Minotaure, dit-il, en la regardant directement. Et la vraie raison pour laquelle j'ai vu l'avenir, c'était pour te protéger à tout prix. Ces mots ébranlèrent ses convictions, apportant même une chaleur étrange dans sa poitrine. Puis, il porta le coup final. J'ai promis que je te protégerai toujours. Ne l'ai-je pas promis? L'hésitation l'envahit. Sur un coup de tête, elle lâcha l'arme et se jeta contre lui, l'enveloppant dans une étreinte serrée. Je suis désolée d'avoir douté de toi, murmura-t-elle, la voix nouée, tandis qu'elle se laissait porter par ce moment. Gonick passa la main dans ses cheveux et pensa en lui-même. Son intuition est beaucoup trop aiguisée. Je vais devoir inventer une autre excuse lors de la prochaine régression. 2 jours passèrent et nous étions maintenant à l'intérieur du donjon des égouts. L'odeur était horrible et le bruit des couinements résonnait de tous les côtés. Plusieurs créatures ressemblant à des rats, armées de couteaux tranchants, avancèrent pour nous attaquer. C'était inutile. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, une pluie de flèches tomba sur elle.
tombant plusieurs à la fois. Quel dégoût, se plaignit Yong, grinçant en voyant un des rats agoniser au sol de l'autre côté. Gong-ik achevait une autre créature d'un coup sec et précis. Quand il eut terminé, il commenta. Il doit être ici quelque part. Peu après, il invoqua son avatar et activa la compétence Huile de l'esprit. Un œil s'ouvrit sur son front, brillant intensément, et, tel un rayon, pointa dans une direction spécifique. Oh, donc il était ici, dit-il, s'arrêtant devant une immense statue. Gonjik inséra quelques pièces et le système apparut devant lui. Utiliser 3 pièces marines pour ouvrir le berceau, oui ou non? Sans hésiter, il cliqua sur oui. Le bruit de la pierre se brisant résonna lorsque la statue s'ouvrit en deux, révélant le passage. Ils le traversèrent et entrèrent dans une salle ovale illuminée par une douce lueur. Au centre se trouvait une plaque de pierre émettant une lumière dorée. Yong esquissa un sourire presque surpris. Peut-être que c'est parce que je suis avec toi, mais ces choses ne m'impressionnent plus. Gongik soupira et posa sa main sur la plaque. Ceci pourrait probablement te surprendre un peu. La pierre brilla intensément et le système annonça « Utilisateur niveau 1, autorité confirmée. Boutique ouverte ». Soudain, des hologrammes surgirent tout autour, affichant plusieurs options. Avatar, équipement et livres rares. Parmi eux, Avatar Zephyros, S, plus pour 5 pièces vertes. Avatar Thor, S pour 3 pièces jaunes. Livre de compétences, SS. Le livre des 7 héros du continent Pézéron pour 1 pièce jaune. Et même le noble fantôme, SS. Morglé pour 20 pièces bleues. Yong semblait impressionné. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? D'un ton confiant, il répondit « Le berceau de Pézéron, une salle secrète qui transforme les chasseurs en héros, bien que seuls ceux qui ont beaucoup d'argent puissent y accéder. » Devant eux, il y avait une machine à échanger qui affichait un panneau très accrocheur. 1500 pièces violettes contre 6 pièces marines. Henrik commença à analyser l'offre, réalisant les échanges nécessaires calmement, pendant que Yong, à ses côtés, semblait complètement fasciné par quelque chose. Sur l'écran devant elle apparaissait la recommandation d'un avatar. Ejo, niveau C, plus pour seulement 5 pièces marines. Ses yeux brillaient et, sans réfléchir à 2 fois, elle demanda « Si j'achète ça, cela signifie que j'aurai 2 avatars ?» Il confirma immédiatement « Non, pour l'instant, il n'y a qu'un seul emplacement pour un avatar. » D'un geste rapide, il lui montra l'interface, où tous deux n'avaient qu'un seul slot. D'abord, il faut augmenter les emplacements disponibles. Elle l'observa, un peu curieuse, voulant savoir comment elle pourrait faire cela exactement. Se rendant compte de son intérêt pour l'avatar, il dit direct « N'achète pas ça, ce que tu as maintenant est bien mieux que ce bazar. » Yong fit une grimace déçue, comme un enfant à qui on a retiré un bonbon. Dans la seconde suivante, Gong-hik cria tout excité « J'ai trouvé !» Juste devant lui se trouvait une pierre d'évolution niveau Prach-in. Ne coûtant que 10 pièces marines, sans hésiter, il a acheté, déclarant avec un sourire confiant « Il est temps d'évoluer mon avatar ». Ainsi, un nouveau stade pour l'observer a été débloqué. L'avatar a commencé à flotter, montant jusqu'au plafond, tandis qu'une intense aura bleue émanait de son corps et un œil supplémentaire s'ouvrait au centre. La nouvelle compétence acquise était « Farci, celui qui voit loin dans la distance ». Dans l'interface, diverses autres compétences apparaissaient, côte à côte, le burger panopticon. Mais celle qui attirait vraiment l'attention de Gongrik était marqué d'un point d'interrogation. « Maître de jeu » murmura-t-il, reconnaissant le nom comme s'il retrouvait un vieux ami, son partenaire de siècle. Le système a commencé à traiter l'évolution, traçant la route jusqu'à la forme finale. Quand il a terminé, l'autorité d'expansion avait été accordée. L'avatar portait maintenant un chapeau avec un grand œil rouge au centre et un nouveau nom brillait sur l'écran. GM. Dans le niveau le plus profond du donjon des égouts se trouvait le boss final, Roi Lat, une créature imposante à l'apparence d'un humanoïde rat assis sur son trône. Il portait un bandeau sur l'œil et exhibait de longues griffes acérées. Derrière lui, une ombre translucide semblait sourire de satisfaction, comme si elle fêtait l'arrivée d'un challenger. Dès que la porte a grincé en s'ouvrant, ses yeux de côté se sont rétrécis. 2 chasseurs sont entrés dans la salle. Notre protagoniste tenait un immense marteau, tandis que Yong-si pointait sa croix, prête à tirer. L'ombre les regarda et, d'un ton presque déçu, lâcha « Juste vous deux, vous n'aviez pas le temps pour plus !» Le marteau de Gongrik est descendu avec violence, frappant la tête de l'ombre avant même qu'elle ne réagisse. Un sourire de pur défi qu'il provoqua. « Ne reste pas là à rêvasser. Allez, attaquez-moi tout de suite, maudit rat. » Latus le fixa avec une fureur presque palpable, grognant fort, tout en repoussant l'arme. Dans ses griffes, une petite sphère d'énergie violette a commencé à pulser, grandissant comme un poison prêt à être lancé. Gongrik ne recula pas, au contraire. Il avança et porta un autre coup, l'impact résonnant sur les murs comme un tonnerre. « Tu penses vraiment pouvoir me vaincre ?» dit-il, confiant. Tatus répondit par un rugissement et dégaina un fouet en fer qui commença à tourner et
claqué entre le sol et le plafond, faisant vibrer l'air. Il savait que, même en bloquant, cela allait faire mal. De l'autre côté, Gongrik serra le poing sur le manche du marteau, se forçant à garder une concentration totale. Le fouet ondoyait comme un serpent, essayant de l'atteindre sous tous les angles, mais il esquivait avec une précision chirurgicale, déviant de quelques centimètres. Il avança au moment parfait, trouvant une brèche pour porter un autre coup décisif. L'ombre translucide observait, les Erzgwaler Sovons, bras croisés, les yeux fixés sur lui. Bonnes esquives, bons mouvements, murmura-t-elle, mais compléta bientôt d'un ton froid et chargé de mépris. Mais cela n'est pas du tout suffisant pour me faire face. Tout à coup, Latok sortit de sa ceinture une sorte de bombe décorée d'une tête de mort à l'avant. Sans hésiter, il la lança au sol, libérant une dense fumée qui se répandit rapidement dans toute la salle. L'air devint lourd et l'odeur était suffocante. C'était du poison pur. Yongxi, instinctivement, se couvrit le visage pour éviter de respirer le gaz, mais la fumée gênait sa vision. Gongik commença aussi à ressentir l'effet. Sa vue se troublait, mais il resta concentré, sachant que l'ennemi pouvait attaquer à tout moment. Il ne fallut pas longtemps, un claquement déchira l'air et le fouet de Latok frappa de plein fouet le protagoniste. L'impact fut brutal, projetant du sang instantanément. Mais le pire était le poison imprégné dans le cou, qui commença à se répandre dans son corps, drainant progressivement ses PV et réduisant son agilité de près de 30%. Latok était sûr que cela marquerait la fin de Gongik. Cependant, il pensait différemment. Plaçant une main sur sa poitrine ensanglantée, il grogna. Un simple rat qui se croit tant important. Se tournant vers sa partenaire, il ordonna « Yongxi, maintenant, en plus d'avoir des compétences de guérison, elle maîtrisait aussi des techniques pour gérer le poison. En un instant, elle invoqua son avatar, la prêtresse, qui apparut comme une ombre protectrice derrière elle. Les mains de la prêtresse se levèrent et des pétales lumineux commencèrent à tomber, libérant un parfum doux. Les fleurs de Dissons et Ketidis. Détoxification se fixèrent à l'épaule de Gongik, neutralisant le poison en quelques secondes. Sentant son corps réagir, il appuya le marteau sur son épaule et lança un regard féroce vers Latok. « Alors viens !» provoqua-t-il. L'ombre translucide haussait les sourcils, surprise par la récupération rapide. Yongxi avait déjà son arbalète pointée vers la cible, mais au moment où Latok se tourna pour la défier, Gongik profita de l'ouverture, avança rapidement et porta un coup de pied précis, envoyant le chef en arrière, le faisant tomber sur le dos. Ne laissant pas de répit, le protagoniste écrasa le visage de l'ennemi avec son pied. « Confiant, hein ?» dit-il avec mépris. Élevant le marteau aussi haut qu'il le pouvait, il cria « Ne me sous-estime pas !» Le coup tomba avec une force totale, activant sa compétence « coup unique », écrasant l'adversaire avec un impact qui fit trembler le sol. Des écrans du système apparurent devant lui, affichant des notifications de victoire. L'ombre, translucide, toujours observant, commenta « Pensez qu'ils ont réussi, juste tous les deux. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelque chose d'aussi intéressant, mais à ce niveau, vous ne réussirez pas à nettoyer Babel. » Gongik ignora le ton provocateur et, sans perdre de temps, invoqua à nouveau son avatar, activant la compétence Mind's Eye. Un rayon rouge traversa la salle, marquant l'emplacement exact où se cachait le véritable chef, le roi des grands égouts, Chamundi. L'ombre écarquilla, les yeux surprise. « Hé, ne me dis pas que tu peux me voir !» La voix tremblait et il déglutit. Il y a environ 400 ans, Pézéron était un monde paisible, sans guerre. Pas de chaos jusqu'à ce que, tout à coup, des monstres commencent à surgir de nulle part. Avec eux est venue l'invasion des monstres et, comme conséquence, la naissance des chasseurs. Parmi eux, le roi Latos et 6 autres héros légendaires décidèrent de gravir Babel pour protéger leur monde. Mais la tour était trop forte et la plupart furent massacrés. À la fin, Pézéron ne résista pas et fut complètement absorbé par Babel. L'ombre translucide était les bras croisés devant les 2 chasseurs, narrating toute cette histoire comme une cicatrice qui ne se ferma jamais. Yons, confuse, ne put s'empêcher de poser la question. Absorbé? Qu'est-ce que cela veut dire? L'esprit expliqua calmement que le roi Latos qu'ils venaient de vaincre n'était pas le véritable. C'était juste une création basée sur sa propre image. Et le pire, c'est que le peuple de Pézéron, tout comme lui, avait été transformé en matière première pour créer des monstres. Avec une peine visible dans la voix, il révéla « Notre monde a été déchiqueté et subjugé par Babel, transformé en monstre. Même après 400 ans, Babel n'avait pas arrêté. Elle continuait à envahir des dimensions et des mondes, absorbant tout ce qu'elle trouvait et grandissant de plus en plus. » Yongxi, attentive, commençait à comprendre le poids de cela. S'il perdait à la terre, elle serait également engloutie par Babel, exactement comme cela s'était passé avec Pézéron. Déjà, Gongik était en train de bâiller, clairement. Ennuyé par la longue explication et sans patience pour écouter plus, il s'approcha, frappa dans ses mains et dit « D'accord, d'accord, j'ai compris. Assez de ce blabla. » Le protagoniste tendit les mains vers l'avant et, en un instant, une pièce blanche apparut là. Il venait d'approcher d'un des secrets de
de Babel et, en récompense, il avait gagné cette pièce rare ainsi que le titre « Le premier à connaître le secret du donjon ». Yongxi fronça les sourcils sans rien comprendre et demanda à Sasetsin Satai quoi ça servait. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il invoqua son avatar déjà évolué et, faisant tourner la pièce entre ses doigts, commenta avec un léger sourire « Ceci sert à ouvrir un nouvel espace d'avatar ». GM prit la pièce, activa l'aptitude d'expansion d'autorité et ensuite débloqua un nouvel emplacement. Yongxi, excité, sourit et dit avec énergie « Alors allons-y, nous n'avons plus rien à faire ici ». Avant qu'il ne parte, Chamonde, d'un ton sérieux, révéla qu'en 400 ans, ils étaient les premiers à le voir en personne. Puis, il s'inclina légèrement, offrant sa propre force s'il voulait se battre jusqu'au bout contre Babel. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un roi des grands égouts, classification A+. Yongxi resta bouche bée et se tourna vers le protagoniste, presque sautillant d'excitation. « Tu te rends compte? Nous pouvons obtenir un avatar supplémentaire gratuitement. C'est incroyable !» Mais lui, pas du tout impressionné, leva la main et répondit sans détour « Merci, mais je n'en veux pas. Nous n'avons pas besoin d'avatar de bas niveau. » L'expression de son visage s'est fanée sur le champ, même s'il était comme ça. Elle voulait toujours accepter. Chamondi n'a également pas bien réagi. Frustré et offensé, il a crié « Insolent ! J'ai atteint le 5e étage de Babel. » Le protagoniste, cependant, s'est simplement retourné, faisant un geste d'adieu et levant le doigt du milieu. Chamondi est resté là, jurant sans cesse, tandis qu'il s'éloignait. 4 jours s'étaient écoulés depuis la 7e grande convocation de Babel. L'agitation au premier étage, dans la zone du village, était intense. Un énorme groupe entourait l'ange qui s'occupait d'eux, tous voulant des réponses ou des avantages. Parmi la foule, Yongxi était là, presque inaperçue, sous une cape noire et avec la capuche couvrant son visage. D'un pas déterminé, elle s'est approchée d'Azazel et a dit, avec un regard décidé, « Excusez-moi, je veux m'enregistrer au classement. » L'ange a seulement demandé son nom, mais elle, un peu gênée, a demandé que cela soit fait de manière anonyme. Azazel a trouvé drôle ce mystère, mais a accepté. Puis, il a confirmé. Enregistrement terminé dans le système. Un tableau de classement est apparu. La première place avait 1830 points. Mon nom, Jackson. Quant à la deuxième, elle apparaissait couverte de points d'interrogation avec 1770 points. La deuxième place, Yongxi, est restée bouche bée. Automatiquement, une bénédiction du classé a été accordée. Plus 5% dans tous les attributs, plus 10% de résistance aux effets de statut et plus 10% de bonus de récupération. Autour, tous étaient choqués de voir quelqu'un apparaître soudainement si haut dans le classement. Certains ont commencé à s'approcher, demandant si elle était cette personne mystérieuse, affirmant ne jamais l'avoir vue dans aucun escadron d'attaque. Bientôt, ils entouraient Yongxi, insistant pour qu'elle retire sa capuche et révèle son visage. Elle commençait à être étourdie par tant de pression. De cette manière, cela n'avait servi à rien de s'enregistrer anonymement comme mon frère l'avait demandé. Que dois-je faire? De là-haut, le protagoniste observait la scène. Voir Yongxi entourée et pressée commençait à l'irriter. Il a mis la main sur son front, a pris une profonde inspiration et, sans plus de patience, a appelé son avatar. GM. Caché entre des buissons, il a parlé d'une voix ferme. Connecté au premier étage de Babel. Enregistrer mon score au classement. GM a tendu la main et, comme une toile d'énergie se répandant, a informé. Mise à jour des informations au classement terminé. Dans le ciel, tout le monde a soudainement reçu un message d'alerte. Peu après, la voix du système a retenti. Alerte, information du classement mise à jour par une voix anormale. Les gens se sont regardés, ne comprenant rien, tandis que les chiffres montaient comme des fous sur l'écran, comme si quelqu'un d'un rang bas avait commencé à grimper sans arrêt. En quelques secondes, la première place a été prise par un nom mystérieux. X, 13 210 points. Sur le champ, tous ceux qui étaient concentrés sur Yongxi se sont tournés vers le panneau, la bouche ouverte. Est-ce possible? Même en ajoutant de la 2e à la 10e place. Ça n'y est pas, le nom est X. Qui est-ce? Profitant de la distraction, Yongxi s'est éloigné avec le cœur battant et le visage en sueur froide. Un des chasseurs s'est approché d'Azazel et a demandé, suspicieux, cette ponctuation n'est-elle pas une erreur? L'ange a répondu calmement. Il n'y a pas de problème avec la ponctuation. On dirait que la route d'enregistrement a été trafiquée, mais ce qui est vraiment inhabituel, c'est la personne qui a réussi cela, cachée parmi les buissons. Le Bisidit Dion, protagoniste, a esquissé un sourire satisfait, observant la confusion. Pendant ce temps, Yongxi a emprunté le couloir latéral du village, essayant de se mêler à la foule. En chemin, elle a vu un homme tomber au sol, blessé et respirant avec difficulté. Elle s'est approchée rapidement, s'est agenouillée à ses côtés et a demandé « Que vous est-il arrivé ?» L'homme, avec la peu de force qu'il avait, a murmuré « Ne vous inquiétez pas pour moi. Il est déjà trop tard pour moi. » Yongxi a mordu sa lèvre, décidée à ne pas accepter cela. Elle a alors levé la main, commençant à invoquer l'avatar prêtresse, mais au même instant, la voix du protagoniste a résonné dans son esprit. « N'invoque pas ton avatar
l'avatar là où les gens peuvent voir. Avant qu'elle puisse réagir, une voix masculine a retenti juste derrière. « Hé, gamine, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit ?» Un chauve avec une énorme cicatrice au-dessus de l'œil l'a saisi par derrière avec force. Il a répété, presque en grognant, les mêmes « aïe » mots que l'homme tombé avait dit. Il a dit de te laisser tranquille. Yong-si s'est légèrement incliné, soulagé d'avoir trouvé quelqu'un là, a pointé vers l'homme au sol et, sans se douter de ce qui allait suivre, a demandé « Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre soin de cette personne? Je suis un peu pressé. » Le chauve a arqué un sourcil, se désignant comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Puis, il a ri de manière moqueuse et a répondu « Oui, je vais très bien m'occuper de lui. » Sans perdre de temps, il a porté un coup brutal au visage de l'homme tombé, faisant couler le sang. La petite foule autour a commencé à chuchoter. « C'est Igor, ce salaud! J'ai entendu dire qu'il était tombé à la 6e place du classement. Ça ne vaut pas la peine de s'en mêler, sortons d'ici. » Yong-si n'a pas détourné le regard, fixant sans cligner des yeux, suivant la scène, sans l'ôter de lui. Igor a augmenté la pression en appuyant encore plus fort sur la tête de l'homme et en le poussant contre le sol. « Tu ne comprends pas? Ce gars est déjà presque mort. » Un sourire cruel est apparu sur son visage. « Tu n'étais pas pressé, alors disparais d'ici. Je vais bien profiter de ces pièces. » Yong-si, cependant, n'a pas bougé. Son regard était froid, déterminé, et quelque chose dans son expression indiquait qu'elle n'allait pas laisser passer cela. Soudain, une force invisible l'a fait tomber, le faisant s'écrouler face contre terre. Psychokinèse. Igor, grognant de colère, a crié. « Que penses-tu que tu fais ?» Yong-si s'est penché près du blessé et lui a tendu un gâteau de riz qui émettait une douce lueur. « Tiens, prends ça. » Igor essayait de bouger son corps, mais il semblait plus lourd que du plomb, grommelant et insultant sans arrêt. Yong-si s'est alors redressé, le regard fixe sur lui. « C'est inutile de résister. C'est une compétence de rang D que j'ai obtenue il y a peu de temps. Pourquoi ne pas essayer de vivre de manière plus décente? Un rang élevé n'est rien de spécial. » Le chauve grinçait des dents et criait, exigeant de connaître son nom. Mais Yong-si ne fit que se retourner et commença à s'éloigner. « Espèce de connasse! Attends, je vais te traquer et te tuer !» hurla-t-il, immobile. Pendant ce temps, l'homme aux cheveux verts tenait soigneusement le petit gâteau. Peut-être que si le monde n'était pas si mauvais. Dans le champ de chasse, encore au premier étage de la tour, se trouvait le repère d'Igor. Il entra en donnant un coup de pied à la porte et en criant « Prépare-toi, Jacob, nous allons chasser cette femme, je vais lui remettre les idées en place. » L'intérieur était rempli d'épées, de lances et de bibelots, mais il n'y avait aucun signe de personne. Encore haletant, Igor maugréait contre la maudite utilisatrice de télécine et demanda à voix haute si Jake connaissait une femme orientale. Il se dirigea vers la porte intérieure et, déjà irrité, cria à son ami de répondre vite. En l'ouvrant, il tomba sur Jacob, étendu sur le sol, mort. Les dents serrées et la haine bouillonnante, il pensa « Alors c'est moi la cible? Merde! Qui a fait ça ?» Un peu éloigné, notre protagoniste observait tout à travers un hologramme. L'expression de désespoir d'Igor était comme de la musique pour lui. Un sourire sadique s'étira lentement sur son visage, savourant chaque seconde de cette scène. Igor analysait chaque détail de la scène brutale devant lui. L'épaule, l'estomac et la jambe de Jacob étaient détruits, et il ne pouvait contenir sa colère. Merde! Combien d'armes ce type a-t-il au juste? Se grattant le crâne chauve, il commença à soupçonner que ce n'était pas l'œuvre d'une seule personne. Mais avant qu'il puisse réfléchir davantage, plusieurs voix venant de l'extérieur attirèrent son attention. Un groupe s'approchait du lieu. « Ne me dis pas que nous sommes perdus !» grogna un homme portant un énorme marteau. La réponse vint d'un ton désinvolte. « Qui s'en soucie? S'il y a des monstres, on les tue et on prend les pièces. » Le groupe s'arrêta en remarquant une maison étrange. « Eh, ce n'est pas le repère de ce classé? Je crois que son nom était Igor. » En entendant son nom, Igor plissa les yeux et se mit en alerte. Un des membres alerta de faire attention et de ne pas provoquer le propriétaire des lieux pour éviter des problèmes. Mais le conseil ne servit à rien. En un instant, Igor surgit derrière la femme du groupe, pressant une dague contre son cou. Les nerfs à fleur de peau, il ne se donna même pas la peine de poser des questions, présumant simplement qu'ils étaient hôtes coupables, puisqu'ils portaient un marteau, une épée, une hache et une lance. « C'était donc vous, espèce de salaud! Vous avez eu le culot d'attaquer mon repère de cette façon ?» Et sans réfléchir à deux fois, il trancha la gorge de la jeune femme. Elle n'eut même pas le temps de réagir, se contentant de porter la main à sa blessure, étouffant, avant de tomber sans vie au sol. Le groupe était en état de choc, hurlant son nom, n'en croyant pas ses yeux. « Ce type a complètement perdu la tête !» dit l'un des hommes, levant le marteau et jurant de se venger. De l'autre côté, notre protagoniste observait tout par hologramme tandis qu'Igor hurlait. Vos vermis de bas niveau n'ont aucune idée de qui ils ont affaire. Gon-Geek, avec une expression ennuyée, appuya sa main sur sa tête et commenta pour lui-même « Un jour, il parviendra à obtenir l'avatar Reaper et à devenir la plus grande menace. Mais il reste un idiot. » À ses côtés, toutes les armes utilisées étaient éparpillées, encore tachées de sang. Nous ne sommes qu'au 4e jour depuis le début de Babel. La différence de pouvoir entre les chasseurs n'est pas encore si grande. Même s'il est en 6e place, il n'a aucune chance de vaincre 4 d'un coup. Tranquillement, il alluma une
cigarette, curieux de voir comment le combat se terminerait. Les 4 chasseurs avancèrent contre Igor et Gongik se demandaient comment le reste des chasseurs réagirait si la nouvelle qu'un classé avait été vaincu par des gens de bas niveau se répandait. Quelques jours passèrent jusqu'à ce que nous arrivions au grand temple de Thoth. Yons marchait dans les couloirs du donjon, rompant le silence par un commentaire désinvolte. « Tu te souviens de ce classeur de malheur que j'ai mentionné? Eh bien, il était mort. On dirait qu'un chasseur de bas niveau l'a terminé. » Notre protagoniste l'écoutait comme s'il n'était au courant de rien, gardant une expression neutre, mais elle continua. « Cela prouve juste que nous devons mener une vie honnête. » Gongik se tourna vers elle, levant un sourcil. C'était une allusion à moi ou quoi? La fille haussait simplement les épaules, un peu mal à l'aise. À quoi qu'il en soit, à cause de cela, les chasseurs de bas niveau agissaient plus intensément que d'habitude. Le souvenir était inévitable. Dès le début de l'invocation, le démon avait dit que tous ceux en dessous du rang 50 mourraient en conséquence. Ces chasseurs décidèrent de s'unir et de chasser les classés. En entendant cela, Gongik esquissa un sourire, laissant Yongxi méfiante. « Ne me dis pas que tu savais déjà que cela allait arriver. C'est pour ça que tu m'as demandé de m'enregistrer anonymement ?» La conversation fut interrompue lorsqu'ils arrivèrent à destination. Devant eux, une porte imposante gardait la salle du chef du temple. Gongik se tourna vers elle et la prévint. « Comme je l'ai déjà dit, je ne pourrai pas te couvrir dans ce combat. Tu devras te débrouiller seul. » Et Yon acquiesça simplement, déterminé. « Ça va, je peux le faire. » Notre protagoniste prit la lance du rituel avec la lame empoisonnée et poussa la porte avec force. De l'autre côté se tenait le gardien du temple, une créature ayant l'apparence d'Anubis, qui énonça d'une voix grave « Intrus, comment oses-tu profaner le grand Raja Djeruti ?» Gongik ne perdit pas de temps et activa son pouvoir, lançant un couteau imbibé de poison. Le coup frappa le gardien de plein fouet, le faisant grogner. « Humain, insolent !» Avec froideur, l'ennemi retirait l'arme de sa poitrine comme si de rien n'était. Gongik savait qu'il se trouvait devant le chef le plus résistant du premier étage de Mimadisotijidon, Babel, et qu'il aurait besoin de tout ce qu'il avait pour le vaincre. Levant la main, le protagoniste fit jaillir des épines empoisonnées du sol, formant des pièges fatals. Le gardien rugit, bondissant dans sa direction. « Misérable, je vais arracher ta vie !» Mais Gongik resta calme, sortant de son inventaire une grenade de gaz lacrymogène hautement toxique. Il la lança devant lui, levant un épais rideau de poussière venimeuse. La créature tituba, essayant de rester debout. « Trick pathétique !» murmura-t-il avec mépris. Même affaibli, le système annonça le retrait du fouet en fer du roi Latos, chargé d'un poison mortel. Gongik fit tournoyer l'arme dans les airs avec dextérité et, dans un mouvement rapide, frappa le bras du gardien, l'imprégnant de la toxine lactée. Un sourire confiant apparut sur son visage tandis qu'il provoquait « J'ai appris ça d'un rat. Bien utile, n'est-ce pas ?» Commençait de ressentir l'effet de 4 poisons en même temps. « Tu es un peu étourdi ou tu l'étais déjà depuis le début ?» Le gardien poussa un rugissement furieux et se lança à l'attaque. Mais Gongik esquiva avec agilité, évitant chaque coup comme s'il s'amusait. « Tais-toi !» cria le gardien, exaspéré. Gongik, cependant, ne cessait de ridiculiser. « Hé, petit chien, c'est l'heure de la promenade !» Ne perdant pas de temps, il se mit à courir dans les couloirs de la salle, forçant l'ennemi à le poursuivre. La poursuite était exactement ce qu'il voulait. Chaque pas du gardien faisait circuler le poison plus rapidement dans son corps, l'affaiblissant peu à peu. Le son des griffes grattant le sol résonnait, mais Gongik maintenait le rythme jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Le Daitje, chacal, avait changé de direction et avançait maintenant vers l'arrière où se trouvait Yongxi. Les yeux de Gongik s'écarquillèrent pendant une seconde avant de revenir en arrière, interceptant l'attaque. Il se lança de front contre le gardien, mais le coup fut bloqué avec force. Face à face, l'ennemi le fixa avec mépris. Imbécile, avancer et abandonner ta partenaire. Gongik garda simplement son sourire et répondit sans détourner le regard. Ça va, je l'avais déjà prévenu avant. Je dois juste me concentrer sur l'élimination de toi. La salle du chef du grand temple de Thoth était illuminée par de nombreuses torches projetant des ombres dansantes sur les murs, tandis que dans les couloirs résonnaient les grognements menaçants de plusieurs chacals avançant contre Yongxi. Elle maintenait une posture ferme, tirant des flèches précises avec sa arbalète pour stopper chaque ennemi qui s'approchait. 2 chacals surgirent donc soudain derrière elle, la mettant en alerte, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, une aura bleue les enveloppa, son pouvoir de télékinésie. Les créatures furent projetées l'une contre l'autre, se frappant à plusieurs reprises jusqu'à tomber. Dans son esprit, l'avertissement de Gongik résonnait. « Je ne peux pas te protéger dans ce combat contre le chef. Tu peux t'en sortir seul ?» Yongxi savait que son rôle était essentiel, attirer l'attention des chacals et maintenir le champ dégagé pour que Gongik puisse avoir un duel direct contre le gardien. Elle courait dans les couloirs, créant des itinéraires de fuite et esquivant les charges, évitant d'être coincée à tout prix. Si elle maintenait le rythme,
Il croyait qu'il aurait la chance parfaite de vaincre le chef. Pendant ce temps, au centre de la salle, Gon-Geek fixait le gardien d'un regard impassible. L'ennemi grognait, les dents serrées de rage, puis il leva le sceptre doré, le faisant tourner avec force. Au même instant, Yonsei perçut un changement étrange. Les chacals commencèrent à modifier leur trajectoire, avançant de manière coordonnée pour l'encercler. Un groupe plus rapide ouvrit la bouche, rempli de crocs aiguisés, réduisant la distance et parvenant à l'atteindre. Sur le coup de la surprise et de la peur, Yongxi poussa un cri qui résonna dans la salle, attirant immédiatement l'attention de Gon-Geek. Le gardien, réalisant la brèche, se moqua avec mépris, trouvant absurde d'abandonner sa compagne pour attaquer. Mais le protagoniste garda seulement son sourire froid, convaincu qu'elle saurait faire face à cela, et se répondit mentalement que c'était la distraction parfaite pour se concentrer sur l'élimination du gardien une bonne fois pour toutes. À cet instant, il était crucial pour Yongxi, toutes les créatures alentour grognant sans relâche et resserrant le siège. Soudain, un écran du système apparut devant elle, présentant un message qui fit sourire notre protagoniste. Il y a une demande d'intervention. Acceptez-vous? Sans perdre de temps, il confirma au moment où l'un des chacals se jetait vers elle. Yongxi ferma les yeux, prête pour le pire, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne les eût. Confuse d'être encore en vie. Devant elle, l'homme qu'elle avait vu tomber sur la place apparut pour la sauver. L'impact de son saut et de son coup fut si intense que des débris s'éparpillèrent de tous côtés. Yongxi, encore à genoux, toussait, tentant de se remettre du choc. Lorsqu'elle le regarda, elle remarqua sa carrure musclée et lui demanda qui il était. C'est alors qu'il se présenta. « Je m'appelle Soma Sangai. Merci pour le gâteau de riz et les fleurs. » Il tendit la main pour l'aider à se relever et, à cet instant, elle se souvint. « Ah, c'est toi, celui qui s'est évanoui au village auparavant. » Il n'était voilà pas encore en sécurité. Une autre créature surgit des ombres et se dirigea contre eux, faisant crier Yongxi pour que Sangai fasse attention. Sans hésiter, il invoqua son avatar Néo-Guardian. Une aura dorée émergea de son corps. Lorsque la compétence indestructibilité de Vadra fut activée, le chacal planta ses dents dans ses épaules, mais Sangai resta ferme et indemne. Yongxi, inquiète, demanda s'il allait bien, mais ne reçut pas de réponse. Ensuite, Sangai invoqua l'autre avatar, les Partakos, libérant la compétence révolution qui frappa en zone tous les ennemis à portée. « Repose en paix, de l'autre côté du fleuve », déclara-t-il, sans perdre sa concentration. Un dernier chacal surgit par derrière, prêt à mordre, mais fut interrompu par une flèche précise. Yongxi, souriant, l'appela, soulagé qu'ils aient réussi à céder mutuellement. Quelques instants plus tôt, Gon-Geek observait les mouvements des deux d'un regard calculateur. « Sangai, tu nous as encore aidés, cette fois avec eux en sécurité. » Son attention pouvait maintenant se tourner totalement vers le gardien. L'ennemi avança avec une coupe rapide dans l'air, mais Gon-Geek recule, déviant avec précision. Ouf, ces chiens étaient vraiment intimidants. Le gardien, intrigué, plissa les yeux. « Tu prédis mes attaques ?» Gon-Geek répondit avec un léger sourire. « Oui, je suis naturellement doué pour les mouvements rapides. » Le silence du gardien ne faisait que confirmer son attention. Aucun de ses attaques ne le touchait, tandis que le poison se répandait déjà dans son corps. À ce rythme, je vais être vaincu, pensa-t-il. Puis, rugissant de haine, il affirma que le jeu était terminé et qu'il chasserait le maudit humain. Il s'abattit sur ses quatre pattes et chargea avec une vitesse féroce. Gon-Geek, ferme, brandit la grande cimeterre de tigre et déclara « Ne te méprends pas, c'est toi la proie ici. » Le gardien commença à tourner autour de Gon-Geek, l'analysant attentivement. « Je ne sais pas comment tu fais ça, mais tu comprends rapidement les schémas de mes attaques. D'autre part, ta vitesse de réaction et d'explosion ne semble pas si grande que ça. Dans ce cas, avant qu'il puisse terminer sa phrase, il sauta en avant à une vitesse absurde, frappant l'épaule de Gon-Geek avec force. Ne croyant pas ce qui venait de se passer, notre protagoniste s'agrippa à sa blessure, se retournant pour le regarder dans les yeux, mais il n'eut pas le temps de réagir. Une autre attaque arriva immédiatement. Le gardien était plus rapide qu'auparavant, ses mouvements presque invisibles. « Je dois juste attaquer si rapidement que comprendre le schéma devient inutile », se disait-il, tournoyant autour de l'adversaire tel un prédateur s'amusant avec sa proie. Gon-Geek sentait la douleur se répandre, son corps réagissant avec tension à chaque coup reçu. C'est à ce moment-là que Sangai remarqua quelque chose d'anormal et appela Yeon-si. « Ne devrions-nous pas aider dans la lutte contre le chef aussi ?» demanda-t-il, inquiet de l'état du protagoniste. Et On-si, tout en frappant un chacal, hésita un instant avant de répondre. « On m'a demandé de gérer les chacals. Ils continueront à surgir tant que le gardien sera en vie. Si nous entrons maintenant, nous devrons faire face non seulement au gardien, mais aussi aux chacals. C'est pourquoi nous devons continuer à les combattre jusqu'à ce que mon frère batte le chef. » Tous deux combattaient dos à dos, empêchant les bêtes d'encercler l'un ou l'autre. Sangai comprenait sa logique, mais essayait encore d'argumenter, insinuant qu'à ce rythme, Gon-Geek pourrait échouer. C'est alors que Yong parla avec fermeté. « Fais-lui confiance, il va certainement le vaincre. » De l'autre côté de la salle, la bataille était à son comble. Gon-Geek subissait des assauts presque imperceptibles, ses yeux à peine capables de suivre la trajectoire de l'ennemi. Le gardien, confiant, rugit. « Quelle trivialité! C'est la fin, humain insolent !» Une autre attaque rapide fut portée.
portée. Mais cette fois, Gongik leva un bouclier au bon moment, absorbant l'impact. Un sourire s'ouvrit sur son visage. Comme prévu, le coup final vient de l'avant. Il équipa alors une nouvelle arme, la rapière de fer, la tenant avec précision. Il est vrai que je ne peux pas suivre ses mouvements. Mais cette vitesse, tu ne peux pas l'éviter non plus, déclara-t-il, prêt pour le contre-attaque, l'épée pointée vers l'avant, et le gardien, ne pouvant plus contrôler sa propre vitesse, avança directement vers la lame, étant transpercé. Gongik sourit, satisfait de l'assaut parfaitement planifié. Au sol, le gardien suffoquait dans son propre sang, gémissant d'angoisse. Pour mettre un terme définitif au combat, Gongik leva fermement son épée et déclara « Tu seras un bon repas ». Puis, il activa sa capacité de coupe unique et, avec une précision chirurgicale, coupa son adversaire en deux. Ainsi, le chef du donjon, le redoutable gardien du temple, fut vaincu. Sangai observait les deux devant lui, se souvenant des paroles de Yongxi sur la manière dont des compétences et une confiance incroyable avaient réussi à vaincre le chef seul. Maladroitement, Yongxi courut pour présenter cet allié improbable, mais le protagoniste savait déjà qui c'était, Soma. Sangai ne tarda pas à lui poser une question, curieuse. D'ailleurs, s'il est si fort, pourquoi était-il évanoui l'autre fois? Se grattant la tête, Sangai répondit que c'était une longue histoire, mais résuma en disant qu'il avait été trompé par le seigneur Igor dans le champ de chasse, et on trouva cela trop aimable de l'appeler seigneur, ce qui arracha un bon rire à Sangai. Eh bien, cela ne sert à rien de parler des Edith à mort. Le protagoniste observait l'interaction entre les deux, réfléchissant. Si Yongxi, avec ses multiples compétences d'annulation et de soutien unique, était la meilleure guérisseuse de l'humanité, alors Sangai, avec sa résistance presque surhumaine, sa patience et son charisme exceptionnel, serait le tank le plus puissant de tout. Dans des régressions passées, il avait supporté jusqu'à la limite de la mort pour contenir le protagoniste quand celui-ci était hors de contrôle. Gongik soupira profondément et remercia pour l'aide, tendant la main. « Veux-tu venir avec moi ?» Sangai joignit les mains en signe de respect et répondit « Cette invitation est le plus grand honneur pour moi. » Un peu gêné, Hong-hik tenta de retirer sa main, pensant que l'autre exagérait. Se retournant, il décida qu'il était temps de se concentrer sur la récompense. Il invoqua son avatar GM et demanda d'activer la capacité Œil des esprits. Ils avaient à capturer le dieu du serment et du temps, le Rajeta de niveau SS. Tant Sangai que Yongxi restèrent bouche bée. Mais le protagoniste ne pensait qu'à cela. C'est pourquoi je suis allé si loin pour défier le donjon de difficulté maximale. La créature aux longues ailes noires surgit au-dessus d'un pilier et, les fixant, demanda « Oh, tu m'as trouvé. Qui es-tu exactement ?» Notre protagoniste mit la main sur sa poitrine et affirma avec conviction « Je prendrai la tête du roi démon. Prête-moi ta force. » Cet être imposant murmura comme s'il réfléchissait un instant, mais refusa avec la même conviction que Gongik avait démontré « Je refuse. Tu as tué des gardiens innocents. » Je n'ai pas l'intention de servir quelqu'un d'aussi arrogant que vous. Gongik sourit à la réponse. Il garde encore cette fierté après avoir été absorbé par Babel. Rajaptar trouva cette déclaration extrêmement insolente et, avec froideur, répondit « L'incident de Babel était au-delà de mon contrôle. Le cycle du monde est un destin que personne ne peut défier. De plus, méditer ici n'est pas si mal. Des idiots comme vous ne comprendraient pas. » Gongik maintenait son regard fixe et, d'un ton élevé, rétorqua « Tu essaies de maintenir les apparences, mais au final, cela n'était rien d'autre qu'une excuse de perdant. N'est-ce pas, Rajivta ?» Il n'était pas disposé à écouter de telles provocations et se demanda si c'était seulement pour cela que l'humain était venu. En réalité, il voulait simplement qu'on le laisse se reposer en paix, mais ce n'était pas l'intention de Gongik. Que penses-tu que les gens qui sont encore à Babel diraient s'ils te voyaient maintenant? La question laissa le dieu silencieux pendant quelques secondes. Bien qu'il essaya de garder son calme, il finit par répondre « Mon peuple » et par Gongik n'hésita pas. Intrigué par la certitude de l'humain, Rajeta attendit. Gongik, abîmant une nouvelle cigarette, expliqua « Tu penses seulement que tout le monde est mort parce que ta connexion avec eux a disparu. Mais cette rupture n'est qu'une conséquence de ta perte de divinité. Ils sont encore vivants à Babel, bien qu'ils vivent dans la douleur. » L'intérêt, éveillé chez le dieu, lui fit demander si cela était vraiment vrai. Alors, à travers l'avatar GM, Gongki décida de montrer la réalité. Le GM s'éleva jusqu'aux cieux, activant son pouvoir d'expansion d'autorité, puis projeta une image claire d'un endroit au 48e étage de Babel. Le décor affiché était apocalyptique. Divers piliers brûlaient en flammes, lançant des étincelles et de la fumée dans l'air lourd. La vision laissa Rajeta incrédule. « Ça ne peut pas être !» s'exclama-t-il, l'expression chargée de choc. Un monstre colossal, ressemblant à un titan, surgit au-dessus des murs et des bâtiments. Indigné, Radepta demanda « Quelle créature est celle-là et pourquoi attaque-t-elle mon peuple ?» Notre protagoniste, cependant, resta serein et répondit « Continue d'observer, tu vas bientôt comprendre. » La créature rugit fort, avançant contre les habitants,
mais fut intercepté par plusieurs personnes portant des tuniques blanches avec des détails dorés. Une femme, menant l'attaque, cria « Merde, frappez plus de lumière sacrée !» Uvem, ouvrant sa grande bouche, blessa ces pestes immondes. « De Thoth !» répliqua la guerrière, furieuse, que cette terre appartenait à Thoth, fidèle au seigneur Raj-Eptar, et que personne ne permettrait la présence de la race d'Uv ici. Mais le monstre se moqua, les appelant des vermines, égoïstes de Thoths. Il déclara que, s'il ne voulait pas partir de bon gré, il prendrait par la force. Ses poings géants frappèrent à la ville, faisant tomber des pierres qui s'écroulèrent sur la population en panique. La guerrière demanda à tous de ne pas céder à la peur, levant la main et jurant de punir le monstre au nom de Rajepta. La main de Uvim s'abattit sur elle avec violence. Rajepta n'existe pas, il nous a abandonnés. N'est qu'un faux dieu. Il s'est échappé, écrasant l'ennemi sans pitié et affichant un sourire fou. Le plaisir de détruire était inscrit sur son visage. Tout à coup, un éclat doré frappa son visage, le faisant chanceler en arrière. Les soldats sourirent. « Touché! Bien! Maintenant, c'est notre chance !» Ils levèrent leurs cèdres et tirèrent des faisceaux de lumière sacrée, frappant à la suite. Uven croisa les bras pour protéger son visage, mais la colère dans ses yeux était encore plus pervers. Avec un rugissement puissant, il ordonna « Tuez chacun d'eux !» La vision se termina, laissant le Rajeta sans mots. Gongrik profita du moment, expurant la fumée de sa cigarette. Quel tragique! C'est le destin d'un peuple qui a perdu son dieu et pourtant n'a pas oublié son nom. Ils doivent t'appeler depuis des siècles. Pendant ce temps, le grand Rajefta restait assis en lotus, méditant. Ce n'est pas ce que tu as dit. Rajefta tourna son corps, saisissant fermement le col de Minye. Gonik, ferme-la, ordonna-t-il, s'approchant avec des yeux brillants d'or. Dis ça encore et je te coupe la tête. La tension s'installa entre eux. Dieu continua. C'est le premier étage de Babel. Comment sais-tu ce qui se passe au 48e? Ne me dis pas que ces images ont été forgées. Je rigole, questionna Gongrik. Tu veux vraiment vivre dans le déni à ce point? Et il ajouta, ces gens, leur dieu c'est toi. Tu sais d'un simple regard s'il est faux ou non. N'est-ce pas? Rajeta resta silencieux pendant quelques secondes. Gongik jeta sa cigarette au sol, l'écrasant du pied. Si tu veux vraiment profiter de ta retraite en paix, alors ne dis plus rien. Mais il y a encore des gens là-haut qui t'attendent. Il leva la main, invitant. Si tu ne veux pas juste rester ici à voir tes créations souffrir, alors viens avec moi. Je vais tuer le roi démon et libérer toi et ton peuple de Babel. Rajefta secoua la tête en murmurant. Tu es un humain agaçant. Mais finalement, il serra la main de Gonik, cédant. Maintenant que je connais la vérité, je ne peux pas juste rester ici à ne rien faire. Le système annonça la notification. L'avatar avait été acquis. Sangai, curieux, laissa échapper un soupir lourd et demanda, encore incrédule, qui est Gon au fait? Le couloir souterrain de niveau 5 dans le labyrinthe Hellgate était éclairé uniquement par de petites flammes. Là-dedans, une bataille intense se déroulait entre chasseurs et les Terskozertsididias, créatures de la tour de Babel. Un monstre, ressemblant à un avatar couvert d'armure dorée, leva la main pour asséner un coup dévastateur contre les chasseurs. Certains reculaient, craignant pour leur vie, quand, tout à coup, l'aptitude coup unique fut activée. Comme un éclair doré, notre protagoniste atterrit sur place, séparant la créature en deux. Le son métallique résonna lorsque le corps tomba au sol. Gongik regarda autour de lui et demanda « Vous allez bien ?» Le silence fut immédiat, brisé seulement par le son des respirations lourdes. Un homme, grinçant des dents, finit par parler. « Qui êtes-vous » Gongik répondit simplement « Juste un chasseur de passage ». Le ton froid fit froncer le sourcil de l'homme, interprétant cela comme s'il s'agissait d'un tueur de classé. Avant qu'il ne puisse en dire plus, une femme aux cheveux rouges, avec des tresses rassemblées en un chignon, lui donna une tape dans le dos et intervint. « Hé, ce n'est pas comme ça qu'on parle à quelqu'un qui vient de vous sauver la vie. » Elle s'approcha de Gongik et, avec un soupir de soulagement, le remercia. « Ouf, un mouvement de travers et nous aurions été éliminés. Nous sommes venus ici en groupe de raid pour nettoyer ce boss. Crois-le ou non, tous ici sont classés dans le top 50. Gongik ne montra pas d'intérêt pour les titres, mais se concentra sur une expression qui attira son attention. Tueur de classés. En percevant son doute, Larousse expliqua « Il semble qu'il chasse les classés du top 50. C'est devenu une tendance. Surtout maintenant que ce démon a dit « Tu te souviens de quand le délai expirera? Tous ceux en dehors du classement vont mourir sans confiance pour monter, affrontant des monstres. Des chasseurs de bas niveau chassent des classés hors du village pour gagner des positions. Cela a commencé après qu'Igor a été abattu. Gongik resta silencieux pendant quelques secondes, s'appuyant contre le mur, satisfait de voir que les choses suivaient son plan. Larousse demanda alors au sujet de ses compagnons. En entendant qu'il était seul dans le donjon, ses yeux brillèrent. Dans ce cas, si cela ne te dérange pas, veux-tu faire équipe? Il serra sa main en accord, ne refusant pas. Par la mécanique de groupe, le boss du donjon serait difficile à affronter seul. La jeune femme se réjouit de ce partenariat, mais les autres chasseurs échangèrent des regards étranges. Gongik ne savait pas s'il s'agissait de rage, de méfiance ou
s'ils attendaient simplement une éventuelle embuscade. L'endroit était chaud, avec des rivières de lave coulant de tous les côtés. Le boss du donjon, un chien infernal à 2 têtes, grognait et avançait, soufflant de fureur. Il ouvrit ses mâchoires et lança un souffle de feu contre Gon-Geek qui se déroba avec calme. Tenant un sceptre, le protagoniste contre-attaqua, activant le coup fatal unique. L'attaque puissante fit tomber le chien au sol. « En fait, je me spécialise dans l'élimination de votre race. Il y a peu, j'ai tué un de vos amis, bien plus féroce que vous, » dit Gon-Geek avec un sourire, tout en concentrant son énergie pour activer sa compétence de lancer. L'arme vola avec une vitesse impressionnante, frappant la créature au même instant. Gon-Geek se moquait, fier de la facilité avec laquelle il était capable de vaincre des ennemis comme celui-ci et équipait une lance géante de flammes. Ses mouvements étaient si rapides qu'il était impossible de suivre la danse de l'arme sur le champ de bataille. Ceux qui observèrent de l'extérieur étaient abasourdis. « Qui est ce type ?» murmura un chasseur, tandis qu'un autre, en sueur froide, commença à se rappeler d'un nom. C'est le X. Le groupe reconnut le surnom de la personne qui, lors de la dernière mise à jour du classement, avait gagné plus de 10 000 points. En voyant le combat, ils comprirent la raison. Gon-Geek nettoyait probablement les donjons seul tout ce temps. Un chasseur s'approcha de la femme aux cheveux roux et lui demanda ce qu'il devait en faire. Car même pour eux, lutter contre ce monstre serait trop. Elle réfléchit quelques secondes, puis répondit « Non, même si c'est 10 000 points ou 100 000, il ne peut pas empêcher une attaque surprise. De plus, si ce score est réel, il doit être chargé de pièces. Si nous le tuons, c'est le prix fort. » Gongo, qui venait d'atterrir, se tourna vers la rouquine et commenta qu'elle parlait trop pendant les combats. Gênée, elle répondit que ce n'était rien de grave et demanda, plus important, quand la mécanique de groupe s'active. Il répondit calmement, c'est maintenant. Au même instant, la femme sauta à grande vitesse vers lui. En même temps, le chien infernal activa sa compétence flamme de damnation, infligeant des dégâts continus répartis entre tous les ennemis présents. Tout le champ fut envahi par des cris et des gémissements de douleur, en raison de la pression écrasante de l'attaque. Haletante et tremblante, la femme demanda si c'était vraiment une mécanique de groupe, et Gon-Geek, sans manifester de souffrance, répondit avec un sourire calme, « Oui, c'est pourquoi je n'ai pas amené mes compagnons. » Un des soldats, à genoux et le corps partiellement brûlé, rugissait de colère en réalisant que Gon-Geek avait planifié de les utiliser comme bouclier depuis le Mid-Tide Titani. Début. Le protagoniste, cependant, ne montra aucun remords et argumenta froidement que la faute revenait à eux-mêmes, car ils n'avaient même pas équipé de résistance au feu, tandis qu'ils possédaient une résistance absurde de 582%. Ensuite, Gon-Geek baissa les yeux et révéla une autre raison de ne pas avoir amené ses compagnons. « Je ne veux pas qu'ils voient ce que je vais faire. » Le ton de sa voix portait un poids sardonique qui rendit l'air du lieu plus dense. Sans hésiter, il fit une coupure nette sur l'allié tombé, tirant un cri d'horreur de la femme aux cheveux roux qui désespéra en voyant son compagnon éliminé. « Hé, que fais-tu » s'exclama-t-elle, choquée. Mais en se retournant pour regarder autour d'elle, elle assista à un massacre. La hache de Gon-Geek tournait dans des mouvements létaux et chaque coup peignait en rouge le décor infernal tandis qu'elle fauchait des vies. Il répondit froidement. « Je fais la même chose que tu allais faire, avec moi. Tu te souviens de ce qui s'est passé cette fois-là » La rouquine, stupéfaite, recula de quelques pas, ne comprenant pas. « De quoi parles-tu » Gon-Geek, cependant, continua avec la même conviction sombre. « 44 ans auparavant, tu m'as trahi et tu m'as coupé l'oreille. » La femme, encore plus confuse, le regarda et rétorqua. « Tu as les 2 oreilles. » « Non, de plus, 44 ans auparavant, je n'étais même pas né. » Il soutint simplement son regard, sûr qu'elle ne pouvait pas se souvenir. La tension explosa quand, au même instant, le chien infernal avança la gueule ouverte, prêt à l'avaler. Désespérée, la femme cria de toutes ses forces. Derrière vous, dans un mouvement froid et calculé, Gon-Geek a esquivé la morsure du chef, provoquant l'attaque de la femme à sa place. Son cri a été étouffé par la mort instantanée, son corps maintenant coincé entre les crocs aiguisés de cette créature. Gon-Geek, avec un regard de pur mépris, ordonna à l'œil de la canette de ne pas se mêler de sa lutte personnelle. D'un coup net et précis, il a traversé le monstre, faisant grogner les 2 têtes de douleur. Le chef du donjon est tombé vaincu. Le système a annoncé, il avait conquis le titre de massacre des portes de l'enfer. En plus d'infliger 100% de dégâts, il a reçu 800 pièces violettes et 2 pièces marines supplémentaires. Le Bonic s'est arrêté à côté du corps de la fille, convaincu que cette fin n'était que le reflet de ce qu'elle avait déjà fait de son vivant. Enfin, il a appelé son avatar GM et lui a remis 21 pièces, débloquant la nouvelle compétence. Devor, satisfait, ordonna de dévorer l'avatar du chien infernal à 2 têtes, croyant que cette compétence serait extrêmement utile à l'avenir. Cependant, une voix féminine interrompit ses pensées, le félicitant. En se retournant, Gon-Geek se retrouva
retrouva face à un petit être infernal. Malgré sa stature, ses attributs féminins étaient généreux. Des cornes pointues couronnaient sa tête et ses canines aiguës brillaient sous la lumière des flammes. C'était un être des ténèbres. Elle marchait d'un pas léger et commença à parler, expliquant qu'elle servait Lady Crust. Avant de se présenter, elle dit « Je suis la Succubus Liliane ». Gongric fronça les sourcils, serrant les dents, tout en pensant que de tous les moments, si elle me voyait dévorer un avatar de donjon, elle viendrait certainement m'effacer. En réprimant son irritation, il demanda directement ce qu'elle voulait. La Succubus Liliane lâcha simplement un rire léger et provocateur, s'approchant davantage. D'une voix douce et séduisante, elle commenta « Eh bien, tu es plutôt beau. Je n'ai rien à redire sur ta force non plus. Même ta personnalité est un peu dans mon goût. » Gongric ne se laisserait pas emporter par ses discours et, avec fermeté, repoussa sa main de son épaule et répondit sans détour « Assez de blabla, quel est ton business ?» Liliane fut indignée par un tel manque de respect, mais elle laissa le sujet de côté et lâcha un petit rire provoquant. « Si pressé, je suis venu te donner la récompense de la mission cachée. C'était une mission sombre. Tu es 5 du premier étage qui a été accomplie, te garantissant 3 pièces marines supplémentaires et un flacon de poison de la place. » Le Kong fut surpris un instant, mais Liliane continua. « Alors, la prochaine mission est de tuer 10 au premier étage de Babel. » Cela, cependant, ne suscita aucun intérêt chez lui, qui lui ordonna de partir sans plus de détour. La Succubus Liliane ne comprit pas immédiatement et il compléta froidement « J'ai déjà pris ma récompense. Je n'ai besoin de rien d'autre. » La réponse, au lieu de l'offenser, l'enthousiasma. L'arrogance était quelque chose qui l'excitait, mais elle répliqua encore « Ne crois pas que tu es grand-chose juste parce que tout s'est bien passé. » Au premier étage, je vais t'apprendre le véritable protocole de Babel. Liliane a canalisé une énergie sombre dans ses mains, qui a rapidement grandi et a été dirigée vers Gongric. Mais il s'est resté calme et a ordonné « Administrateur Sandalphum, bloque toute approche de mission démoniaque pour un moment. » Immédiatement, une main géante est apparue et a saisi le succube, empêchant toute action. En un clin d'œil, elle a disparu, ne laissant que sa voix résonner. « Humain insolent !» Gomex soupira, déjà fatigué de cette gêne, et se tourna vers son avatar. « Désolé de interrompre ton repas. Tu peux manger à ta guise. » GM ouvrit une bouche monstrueuse, remplie de dents aiguisées, et commença à avaler le corps du chien infernal Gongi. Comme d'habitude, il alluma une cigarette, prit une longue bouffée et, à la fin, jeta le mégot sur les corps éparpillés au sol. Je pense qu'il est temps de recommencer à jouer en équipe. Pendant ce temps, dans la zone du village du premier étage, Azazel restait au centre de la place avec un air calme, jusqu'à ce qu'il sente l'approche de 3 chasseurs. En reconnaissant le trio le plus fort de Babel, il demanda « Que voulez-vous » Gongik répondit directement « Je suis venu accepter la mission de 100 survivants. » Azazel écarquilla les yeux. La Lady Crush aurait dû expliquer. Le premier étage n'a au maximum que 50 survivants. Tout chasseur en dehors de cette plage sera tué par ce démon. Yong Si, inquiète, intervint. Alors pourquoi ne pas créer des classements partagés? L'ange mit du temps à traiter cela, mais Yong continua. Si plus de 50 chasseurs sont à égalité dans le top 50, théoriquement, 100 personnes peuvent survivre. Azazel trouva l'idée absurde, trop difficile à réaliser, car cela ne dépendait pas seulement de la force. Sangei, cependant, s'inclina par respect. Mais je crois que Monsieur Gon-ik peut le faire. S'il vous plaît, ayez simplement confiance en lui. Le regard d'Azazel se fixa sur Gon-ik. C'était vous qui avez affaibli le registre de classement auparavant? Elle voulait savoir s'il avait un truc pour y parvenir, mais lui, avec son air de supériorité, demanda simplement la mission et, profitant de l'occasion, commenta déjà sur la récompense. J'accepterai avec plaisir le parchemin de convocation spirituelle. Azazel fronça les sourcils. Comment sais-tu cela? Elle répéta son nom comme si elle cherchait une confirmation. Alors, avec le silence pesant enveloppant la place, elle posa la question que beaucoup se posent déjà. Après tout, que sais-tu vraiment de Babel?